Que nous allons passer au tamis Bernard Monod, le conseiller économique du FN, qui porte, paraît-il, une lourde responsabilité dans les conseils qui ont été donnés à Marine. On va y revenir tout à l'heure. Et surtout, c'est la raison pour laquelle il est là, c'est parce qu'il se trouve au Parlement européen. Donc vous êtes député au Parlement européen. Français. Donc, français, absolument. Et vous êtes, comme on l'a déjà dit, dans le cœur de la bête. Et vous arrive souvent d'apostropher le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur Mario Draghi. Monsieur le Président Draghi, la doxa mondialiste actuelle voudrait faire croire que l'économie va mieux, et notamment le redressement de la croissance dans les pays de l'Union européenne serait dû à la politique accommodante de la BCE. Mais cette vision idéalisée ne prend pas en compte le niveau très élevé des risques systémiques. Premier danger, le volume d'endettement privé au sein des pays de l'OCDE est himalayen. La remontée des taux d'intérêt à long terme aura un effet catastrophique avec des faillites en chaîne. Loin de votre résilience fantasmée, Monsieur Draghi, le modèle économique ultralibéral et mondialiste nous conduit vers le pire krach de tous les temps. J'espère que la BCE en est consciente et s'y prépare. Vous êtes vraiment dans le système et vous allez nous donner votre éclairage sur toutes les informations, parce qu'on en a quand même quelques-unes dans cette revue de presse. Alors avant d'aller plus loin, je souhaite remercier tous les lecteurs, vraiment, vous avez été absolument adorables, qui êtes venus donc à Lisieux, à Soissons, à Dunkerque. Je suis revenu avec beaucoup de bière, de cidre, de gâteaux, de chocolat. Je vous en remercie, je vois que vous continuez toujours à penser à ma ligne. Et donc j'aurai le plaisir de vous retrouver dans les prochaines rencontres dédicaces que vous verrez, je pense que vous avez vu juste avant. Bernard Monod, on avait fait ensemble une revue de presse. Alors, je me souviens plus, c'était 3 ou 4 mois avant les élections. Et c'était très intéressant parce que je vous avais posé une question. Est-ce qu'il faut rester dans l'euro? Vous nous avez expliqué qu'il y aurait donc 2 monnaies en parallèle. Et alors, déjà, à l'époque, lorsque la revue de presse est sortie, il y a eu tout un tas de commentaires, de réactions. J'ai eu plein de mails. On se dit, mais c'est quoi l'histoire de 2 monnaies, etc. Et finalement, lorsque le fameux débat, marche funèbre, là, ça s'impose. Le fameux débat est arrivé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On a vu 2 choses. D'une part, Marine Le Pen est arrivée avec justement ce principe de 2 monnaies. Donc face à un inspecteur des finances et quand même un spécialiste économique, elle n'avait véritablement aucune chance. D'autant que ça illustre principalement, si je me souviens bien, c'est le principe de Dexter. Lorsqu'il y a 2 monnaies qui circulent, il y en a toujours une qui chasse l'autre. Grisham, pardon. Oui. De Grisham, pardon, c'est pas Dexter, c'est la pyramide, ouais, vous avez raison. Grisham. Donc Marine, c'est littéralement effondré dans ce débat. Et alors, vous savez, je fais un tour de France, donc je vois tous les Français, tous les lecteurs, ils sont pas spécialement ni de gauche ni de droite. Et je peux vous dire, et pas plus tard que la semaine dernière, ce samedi là, à Lisieux, que ce soit Lisieux, à Dunkerque ou ailleurs, les gens, du moins qui sont sensibles, qui avaient voté pour Marine Le Pen, sont fous de rage, sont très très en colère, ça vous le savez. Parce qu'elle n'a pas été élue. Non, ils sont faux. Non. Ils sont très très en colère parce que elle s'est écroulée dans le débat, parce qu'ils ont vu qu'elle ne s'était pas préparée. Ça, enfin, du moins, c'est ce qu'on a ressenti tous. Et vraiment, ils lui en veulent. Les Français lui en veulent. C'est très net. C'est pas comme le débat Mitterrand-Chirac où l'élection se fait. Il y a un perdant, il y a toujours un perdant, mais personne n'en veut vraiment à fond. Je veux dire, le parti politique. Alors que là, il y a eu quelque chose de cassé. C'est très net. Je vais vous lire un extrait du livre de Monsieur Gaspard Ganzer. C'était le monsieur média de François Hollande. Donc il a sorti un livre là que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Alors c'est très bisounours, Monsieur Ganzer, il a beaucoup lu la Bibliothèque verte, mais en même temps c'est un journal. Monsieur Ganzer ne parle pas de toutes les censures qui ont lieu sur Facebook, etc. Mais on voit l'obsession de Hollande avec les journalistes. Et alors, il les rapporte le 4 mai 2017. Lendemain de débat entre 2 tours, je débriefe François Hollande avec un journaliste avant de partir en déplacement dans l'Orne avec le président. Je me lance. Emmanuel a gagné, Le Pen a perdu. Sous la forme, il a été plus calme et clair. Elle a été confuse et excitée, semblant perdre le contrôle alors qu'elle voulait mettre son adversaire KO. Sur le fond, elle a montré ses limites sur les dossiers industriels et européens quand lui connaissait tous les sujets sur le bout des doigts. Et ça, on l'a vu effectivement. Et vient le commentaire de François Hollande. C'est là où je voulais en venir. Écoutez bien, parce que c'est tout ce que les Français m'ont dit. Je n'avais pas lu le livre de Gaspard Ganzer avant, je précise. C'est tout ce que j'ai entendu partout dans toute la France. Plus tard, François Hollande me confie, écoutez bien, elle a eu peur. Elle n'a pas franchi l'obstacle, comme son père en 2002. Elle ne voulait pas devenir présidente de la République. Alors, il faut toujours trouver un coupable dans les défaites. Entre M. Philippot, un coup c'est M. Philippot, un coup c'est vous. Ah bon? Oui, absolument. Alors, qu'en est-il? Qu'on sache exactement le fin mot de l'histoire. Est-ce que c'est vous qui avez eu cette idée de 2 monnaies parallèles, ou c'est M. Philippot, ou c'est quelqu'un d'autre? Je crois que le problème est très mal posé. Le sujet n'est pas du tout là. En 2008, je vous rappelle d'abord que le Front National a été le seul parti politique
à avoir annoncé la crise 3 mois avant qu'elle se produise. Je vous rappelle la chute de Lehman Brothers le 15 septembre. Le 24 juin 2008, il y avait une conférence de presse faite par le Front National qui annonçait la crise d'ici la fin de l'été. Non mais d'accord. Non mais attendez, je vous explique par A plus B. À la suite de ça, si vous voulez, on a tout remis à plat avec mon collègue qui s'appelle le professeur Sulzer, professeur à Dauphine, et moi-même. On a tout remis à plat et on a fait d'abord le plan anti-crise, puis qui s'est transformé en programme de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent. À ce moment-là, on a figé la ligne officielle du Front National sur la monnaie. C'était un nouveau franc français, au niveau français, donc national, et le retour au système monétaire européen d'avant 1999, qui était donc à l'époque l'écu. Alors on peut l'appeler l'euro-monnaie commune. Nous avons figé ça comme ça a été entériné par les instances du mouvement. Et se pointe 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans après Florian Philippot, qui devient rapidement donc le responsable de la communication, mais qui pour lui, n'ayant pas d'expérience dans ces domaines-là, etc., et n'ayant pas travaillé avec des professionnels, a voulu sortir radicalement de l'euro. Et la communication s'est orientée dans ce sens-là, avec une sortie radicale de l'euro. Et c'est ce qui passait sur les médias matin, midi et soir, et qui rentrait dans les esprits d'année en année. Mais il faut savoir qu'il y a eu une déformation du programme qui s'est transformé en sortie radicale de l'euro. La situation est confuse, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est avec quoi on paye? On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver On revient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc? C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro? Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Mais on paiera avec de l'euro ou pas? Que les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Personne ne paiera avec de l'euro. Car avant, mais ça existait juste avant l'euro. Juste avant que l'euro devienne notre monnaie physique en France. Eh oui, eh oui. C'était l'euro, déjà. Et avant lui, c'était l'écu. Donc les grandes entreprises, elles payaient en euros en écu avant? Oui, de 93 à 2002. Il ne peut pas y avoir... Pardonnez-moi, mais il ne peut pas y avoir... Lors du débat, c'était clair. Elle s'était effondrée, surtout avec les deux monnaies. Parce qu'elle était perturbée avec cette démonstration qui était faite. Mais ça se prépare une réunion comme ça, un débat? Peut-être. Je ne sais pas, ça se prépare sérieusement quand même. Peut-être. Elle avait effectivement elle s'est pas préparée un discours à tenir, mais qu'elle n'a peut-être pas maîtrisé en totalité. Alors, vous venez de dire quelque chose. Elle n'a pas maîtrisé. Qu'elle n'a pas maîtrisé avec un double discours en fait. Il n'y a pas de double monnaie, il y a un double discours qui dit double monnaie, du double discours par définition. Non. Il y a en France, il ne peut, et comme toujours de toute l'histoire de France, il n'y a toujours eu qu'une seule monnaie qui a cours légal. Avant c'était le franc, l'ancien franc, avant 1958, et puis c'est passé à l'euro. Mais il n'y a toujours qu'une seule monnaie, même à l'époque du système monétaire européen où nous avions l'écu. C'est exactement le système que nous proposons. Et d'ailleurs, c'est tant et si vrai qu'aujourd'hui, le Danemark le pratique. Ils sont rattachés à la zone euro. Ils ont leur couronne danoise. Et ils sont, au niveau international, rattachés à l'euro, monnaie unique. Pour le moment, en tout cas, nous, c'est ce que nous on proposait. Je suis stupéfait par le manque de préparation. L'incroyable manque de préparation. Vous venez d'expliquer ça, on va dire en 1 minute. Je ne comprends pas pourquoi ces explications n'ont pas été données par Marine Le Pen pendant toutes les réunions, toutes les conférences qui ont lieu pendant les mois de campagne. C'est très bizarre. On l'a fait. Le seul problème, c'est il y a un vrai souci. Enfin bon. Le seul problème, c'est que celui qui tenait la communication, qui n'est plus là aujourd'hui, revenait chaque fois sur le sujet avec sortie radicale de l'euro. Il disait même qu'au bout de 6 mois, on allait payer la baguette en francs. Rappelez-vous. Voilà, donc c'est totalement irréaliste. Donc en fait, si je résume bien, Marine Le Pen avait 2 conseillers, donc elle a essayé de faire plaisir aux 2, et du coup on s'est retrouvé avec 2 monnaies, hein, c'est ça? Non mais si je fais un résumé... Non, mais il y a même eu un changement de tactique au 2e tour, où elle a effectivement parlé de l'écu et du nouveau franc, ce qui, en fin de parcours, arrivait beaucoup trop tard, en termes pédagogiques pour les Français, et ce qui les a perturbés, c'est ça, c'était assez anxiogène. Mais c'est quand même incroyable que vous nous disiez ça maintenant, et que personne ne se sont rendu compte avant, quoi. C'est grave. Mais au sein du Front, nous étions deux à tenir en permanence le discours. C'était le professeur Sulzer et moi-même. Enfin bon, bref. Donc toujours est-il que je peux vous dire que les lecteurs spectateurs et beaucoup de Français, je vous assure, c'est unanime. Je peux comprendre qu'ils sont remontés, mais grave. Ils étaient déboussolés sur ce sujet-là. Non, mais c'est même pas ça. À la limite, le sujet, à la limite, est secondaire. Là où ils en veulent effectivement à Marine Le Pen, c'est d'avoir montré son incompétence en fait. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup
Ou ça manque de préparation, comme vous voulez. Il y avait beaucoup, on va dire ça manque de préparation. Et vous dites Macron, mais Macron, il n'a pas été tellement meilleur que Marine. Surtout quand on voit ses résultats aujourd'hui. Si on voulait qu'on parle de l'industrie en France, notamment à Alstom, etc. Non, mais on est d'accord. Non, mais là, je veux dire, voilà, mais la réalité, parce que c'est quelque chose que j'entends et que je vois à chacune de mes signatures, même dans les mails que m'envoient les gens. Enfin, surtout le lendemain du débat, vous pensez bien. Et de toute façon, je sais bien qu'en interne, ça a été, même chez vous, ça a été un sacré beans. Parce que là, vous nous la faites très calme, machin, très posé, mais moi, je suis toujours très calme, mais je dis les choses. Ça a dû être sanglant dans les réunions après. Alors, justement, donc, puisque vous étiez à la Caisse des dépôts et consignations, si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est quoi votre poste à la CDC déjà? Je m'occupe des investissements, du pilotage, de l'argent public. Alors, justement, parce qu'on a une question. Alors, après les banques italiennes, voici une banque française qui fait la manche au feu rouge. Celle qui prend ses clients pour des bips en permanence. Et vous avez été très nombreux, chers lecteurs, à m'envoyer cette information sortie un peu partout, y compris sur RTL. Waouh! Alors, de notre lecteur Bruno, par exemple, il dit « Je lis votre revue de presse depuis avril 2012 et ce matin, sur RTL2 à 6h50 environ, le chroniqueur a annoncé « La Banque Postale cherche 2 milliards pour survivre ». Le problème est, avec quelle banalité on annonce cela? Écoutez en replay l'émission Le Double Expresso du 13 février. Alors effectivement, je trouve ça génial, quoi. On balance l'information comme quoi. En fait, c'est pas tout à fait la Banque Postale, c'est plutôt la Poste qui cherche 2 milliards. Il y a quand même un souci, puisque la Poste et la Banque Postale, pendant longtemps, c'était quand même une entité unique. Je rappelle... L'État. Ah oui, c'est quand même l'État, vous êtes bien d'accord. Alors comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que la Banque Postale, qui compense d'ailleurs depuis 10 ans la baisse du courrier, et qui commence à souffrir à cause des taux d'intérêt bas du livret A, qui lui coûte très cher, et à cause des taux négatifs, bien entendu, qui sont en train de détruire toute l'Europe. Votre avis, là, sur la Banque Postale qui fait la manche au feu rouge? Non, la Banque Postale, elle est comme toutes les autres... Ou la Banque, ou la Postale, pardon. Voilà, la Banque Postale... Enfin, la Poste, pas... Alors, la Poste, oui. En fait, il y a déjà une scission depuis plusieurs années entre les activités. Bon, puisqu'on parle de banque, parlons de la Banque Postale. Il faut dire quand même c'est une banque publique, puisqu'elle est adossée à la Caisse des dépôts et consignations, vous en parliez, et également à oui, c'est pour ça que je vous ai... Donc, elle cherche 2 milliards d'euros. C'est pas... Non, elle cherche pas... Oui, c'est ce que je dis, elle cherche 2 milliards d'euros. En fait, il faut qu'elle se retourne vers ses actionnaires. Et puis à ce moment-là, l'État reviendra au capital, montera au capital un petit peu plus pour la recapitaliser. Le problème, il est général. C'est pas que la Banque Postale. C'est l'ensemble du système bancaire de la zone euro qui est insolvable. La réalité, elle est là. C'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Monod. Ce sont des problèmes communs à de nombreux pays de l'UE. Premier d'entre eux, le manque de capital, qui est le fondement des banques. Le deuxième volet concerne les pertes sur les crédits. Les banques prêtent de l'argent à l'économie réelle, c'est leur devoir. Mais quand l'économie est en crise, ces crédits deviennent non recouvrables. Nous devons nous assurer qu'elles ont suffisamment de liquidités pour réagir rapidement et qu'elles puissent continuer à faire leur travail en prêtant aux ménages et aux entreprises à travers l'UE. Le besoin de capitalisation se fait ressentir partout dans toutes les banques de la zone euro. Elles ne se sont jamais remis de la crise de 2008 puisque certes les bilans sont magnifiques au premier abord, mais quand on regarde de plus près, notamment le hors bilan, on s'aperçoit que la plupart des pertes enregistrées depuis 10 ans sont toujours là et elles sont cachées dans leur bilan. En quelque sorte, c'est ce que je dis dans mes réunions publiques, c'est un petit peu comme de cacher la poussière sous le tapis. La poussière est toujours là, le tapis est magnifique, mais la réalité de fond, c'est que tout le système bancaire est, moi j'ose le dire, en état d'urgence, dans la zone euro. Dans la zone euro, mais quand vous interrogez Mario Draghi, vous l'interrogez en privé sur ces questions? Dans les couloirs, vous le croisez? Comment ça se passe? En privé, non. Je parle pas de, vous avez des trucs officiels au Parlement, blablabla. Ouais, on a des commissions ouvertes et puis des commissions une caméra, ce qu'on a à huis clos. Et donc là, on peut aller un petit peu plus loin dans le discours. Mais vous savez, le discours d'un banquier central, il est toujours le même. Il mesure chaque parole qu'il prononce parce qu'ils connaissent les effets sur les marchés financiers derrière, même s'il ne doit pas y avoir de fuite dans les échanges serrés. Mario Draghi à la rescousse des banques. Le président de la Banque Centrale Européenne a profité de son intervention au Parlement européen à Bruxelles pour souligner les progrès réalisés depuis la crise de 2008. Il s'est aussi montré rassurant quant à la capacité de la zone euro de solder sans vague ses créances douteuses. Il y a un sous-ensemble de banques avec des niveaux élevés de prêts non performants. Toutefois, ces prêts ont été identifiés lors de stress tests réalisés pour la première fois sur la base d'une définition commune. Nous sommes donc bien placés pour réduire ces créances douteuses de manière ordonnée au cours des prochaines années. Le seul problème, c'est qu'il ne vous dira jamais la vérité, puisque lui-même est là pour stabiliser
stabiliser, pour assurer à la fois le système bancaire, puisqu'il en a la responsabilité, la supervision, la résolution, etc., donc ce qu'on appelle l'union bancaire, et qu'il est en charge également de piloter la politique monétaire. Donc il ne va pas vous dire le fond de sa pensée. Et vos autres collègues députés européens des autres pays, qu'est-ce qu'ils disent? Ils cherchent à trouver des solutions, mais ils ont construit une telle usine à gaz dans tous les domaines qu'ils ont beau refaire des tuyaux de droite, de gauche, l'usine est pourrie. C'est ça le fond du problème. Donc il faudrait repenser, refonder un peu tout ça. Nous l'avons notamment dans notre programme de patriotisme économique, avec ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la question de Donc toujours avec les deux monnaies? Non, il n'y a pas de monnaie. Non, vous savez, il y a le national et l'international, donc une monnaie pour chaque. Je veux dire, c'est pas... Enfin bon, passons. Mais comment ça se passe? Non mais attendez, revenons parce que le sujet est extrêmement important. Bernard Monod, c'est trop tard. Tous les citoyens qui ont vécu jusqu'à 1999, qui vivent encore aujourd'hui, qui ont connu avant 1999... Oui, on avait le franc. Il y avait le système monétaire européen, il y avait l'écu pendant 20 ans, de 79 à 99, oui, mais non, et il y avait la monnaie nationale. Vous allez au Royaume-Uni, ils ont la livre sterling. Bernard Monod, vous allez au Danemark, ils sont d'accord avec vous. C'est pourtant la réalité. Non. Vous avez parce qu'à ce moment-là, vous pourrez aussi dire qu'il y a la monnaie banque centrale. Mais la monnaie banque centrale, c'est une monnaie dont personne. Enfin, je veux dire, c'est un truc hyper technique. C'était la même chose pour l'écu. Alors pourquoi amener ça sur le tapis en mélangeant dans la tête des Français qu'il y aurait deux monnaies qui vont circuler? Effectivement, c'est un concept un peu trop compliqué pour l'expliquer dans le détail. On a eu la réponse en mai 2017. Voilà. Bon, donc, vous comprenez la logique? Il faut qu'on récupère notre politique monétaire pour pouvoir recapitaliser. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous êtes pour un retour au franc ou vous regardez l'euro aujourd'hui? Qu'on comprenne. On est pour le nouveau franc français. On ne va pas le faire immédiatement. On fera la fin d'un septennat pour calmer les gens. Et puis, vous savez, l'euro, il est en agonie à l'heure actuelle. Hein. Pour moi, le 9 mars 2015, l'euro, monnaie unique, est mort. Sinon, Draghi n'aurait pas injecté 2200 milliards d'euros dans la zone euro depuis 3 ans pour soutenir l'euro et les banques et le système bancaire. Et le système bancaire. Tout est lié. Hein. Absolument. Tout est lié. On est d'accord. Alors, justement, puisqu'on parle de ça, donc là, on est dans vos cordes. Alors, Lost in Translation, hein, vous connaissez tous le film. Banco Piccolo Credito. Je l'invente pas. Valtellinese, et en japonais ça donne Va Hassan Shite Hiru. Alors les conséquences du surendettement de l'Italie se mesurent chaque mois en ce moment même, avec encore une autre banque qui rend l'âme. Oh certes, on vous présente pas comme ça. Hein. C'est une banque qui a besoin de recapitalisation pour passer l'année. Le problème c'est qu'on est au mois de février, là. Enfin demain on va être au mois de mars, mais bon, c'est juste le début de l'année. Donc ils ont déjà besoin de plusieurs milliards pour finir l'année. Vous voyez le processus. Alors le PDG de la Banco Piccolo donc, a joué du pipeau. Hein. Bah oui. Il n'a pas manqué de culot non plus lors de sa conférence de presse quand il a expliqué que pour achever son plan de développement 2018-2020, donc lire ou comprendre un plan sur la comète italienne, donc l'aide de la BCE, donc il a besoin de la BCE et de Rome, l'aide de la BCE, n'est pas suffisant. Traduction, la banque est en faillite, les caisses sont vides et donc ils sont mourus. Et il dit les 700 millions d'euros qu'on a ramassés ne seront pas suffisants, sous-entendu pour terminer 2018. On a besoin d'une nouvelle action stratégique de 803 millions d'euros pour renforcer notre capital. Donc encore un type qui fait la manche au feu rouge italien. Bernard Monod, ça vous inquiète pas là, toutes ces banques italiennes? Parce que depuis qu'on fait de la revue de presse, je pense en 2 ans, ça doit être la 10e banque italienne qui est rachetée pour 50 centimes quoi. À peu près. Plus en Espagne, plus le Portugal. Mais est-ce que vous abordez ces problèmes véritablement dans les commissions financières, etc. Ah oui, tout le temps, c'est en permanence. On parle que de recapitalisation des banques, de sauvetage, d'union bancaire. Là, l'obsession du gouvernement actuel, Macron, Édouard Philippe et comme il s'appelle, Bruno Le Maire, leur obsession, c'est de boucler avant le mois d'octobre la finalisation de l'union bancaire. Vous savez, le fameux 3e pilier de fonds de garantie des dépôts européens, qui ne verra jamais le jour. Ça, c'est un mensonge. Alors, je tiens à le dire à votre téléspectateur, c'est un mensonge absolu quand on nous dit qu'il y a 100 000 euros de garantie des dépôts. Oui, non, c'est un mensonge absolu. L'Allemagne n'en veut pas. Bon entendant, salut. L'Allemagne n'en veut pas, ils ne veulent pas mutualiser les risques. Ils veulent bien se faire enflouer quand ça va mal. D'ailleurs, entre parenthèses, Deutsche Bank et Commerzbank sont en grande difficulté. Hein, ça, c'est aussi, ça fait des années, là. Mais là, ça s'accentue. Et donc, bien entendu, les Allemands aiment bien quand ça vient chez eux, mais quand il faut renvoyer l'ascenseur, c'est terminé. Oui. Donc, cette union bancaire, et notamment la garantie des dépôts de 100 000 euros, est un mensonge institutionnel. Voilà, j'ose le dire. Ça ne verra jamais le jour. Écoutez, mensonge institutionnel, donc vous faites bien d'en parler parce que beaucoup de mes lecteurs, notamment de la Société Générale, reçoivent, alors c'est par vague, hein, parce que ça dure depuis 1 an et demi, et donc ils reçoivent au courrier... Dans leur relevé de banque avec leur relevé de banque, la fameuse lettre, vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros, blablabla, etc. Et les gens me scannent et me l'envoient, je dis oui, j'ai enfin reçu le truc dont vous parliez depuis des années. Eh bien, chers amis, Bernard Monod vient de vous dire,
c'est Tintin. Alors tiens, on va finir avec nos amis italiens. Alors, ce que le PDG de la Banco Piccolo a oublié de dire, c'est que la Banque centrale italienne a même été obligée d'ouvrir une enquête, oui, sur la banque qui a ruiné des riches clients en leur vendant des produits toxiques. Dans le tas, il y avait des grosses huiles de quelques anciens ministres italiens. Donc, ils n'ont pas pu fermer les yeux, vous voyez, comme ils ont fermé les yeux sur l'assassinat de David Rossi à la Montepaschi de Siena. Et du coup, la Banco Piccolo Credito est obligée de provisionno aussi pour rembourser ces malotrous qui ont osé se plaindre d'avoir été volés. Dernière chose, les inspecteurs de la Banque centrale ont découvert des irrégularités comptables. Comprenez par là des escroqueries comptables. Bon, mais ça c'est autre chose. En japonais, ça donne kaikai sagi. Et donc validé par les commissaires aux comptes italiens. Je précise, hein, donc ils ont découvert des escroqueries, mais qui avaient été validées sur les bilans précédents par les commissaires aux comptes. C'est absolument extraordinaire. C'est juste absolument énorme. Donc ça rejoint ce que vous dites. Toutes les banques européennes sont en faillite et ne tiennent debout que grâce à la complicité de la zone euro. De la zone euro. On est bien d'accord. Mais et ne tiennent que grâce à la complicité des comptables. Des commissaires aux comptes qui ont validé des comptes, des bilans totalement bidonnés. Alors moi je préconise une nouvelle règle au bilan comptable des banques qui soit rédigée dans un mélange d'italien et de japonais. Lost in translation, voilà, ce sera encore plus complexe, afin que les régulateurs aient encore plus de mal à y voir clair. Votre commentaire sur le fait que les bilans des banques soient bidonnés? Mais c'est un gigantesque organisation de sécurisation des clients. Imaginez que les clients sachent la vérité. Qu'est-ce qu'il adviendrait? Ils viendraient retirer leurs espèces, des transferts de banque à banque, etc., peut-être hors de la zone euro de l'Union européenne. Et puis ce serait un bank run. Donc tout est fait pour rassurer les gens. On stabilise, on renforce, on relève la capitalisation des banques avec les règles de Bâle 2, 3, 4, etc. Et moyennant quoi, plus on fait ça, moins on est compétitif, notamment vis-à-vis des banques américaines qui se sont affranchies de tous ces problèmes-là et qui, eux, montent au créneau avec leurs banques d'affaires, etc. Donc il y a une vraie rivalité et on était extrêmement fragile contrairement. Alors si on doit relativiser, les banques françaises sont un peu plus solides que le reste des banques de la zone euro. Il faut quand même rassurer. Une question qui revient très souvent de la part des spectateurs et des lecteurs. Quelle est la banque la plus moins bonne? En France, mais la moins pire. C'est pour en français. La moins pire. La meilleure, on va dire. Pour moi, c'est la Caisse des dépôts et consignations, mais elle est réservée aux salariés. Arrêtez avec ça, personne ne peut ouvrir de compte à la Caisse des dépôts et consignations. Et là, c'est réservé que. D'accord. À part la CDC. Non, je n'en vois pas parce que, en fait, considérer la zone euro. HSBC. Non, certainement pas. C'est une banque d'affaires internationale, extrêmement exposée sur. BNP, elle est un petit peu plus solide. Elle fait partie des systémiques fortes. Voilà, des catégories plutôt fortes. Mais le problème, il est qu'elles sont toutes interconnectées. Partout en zone euro avec les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Donc il suffit qu'il y ait une mèche qui s'allume à New York et ça viendra faire exploser la zone euro. Justement, je rappelle simplement 2007-2008, la crise des subprimes, c'est exactement ça. Tout à fait. Justement, je reviens puisqu'on était avec la banque Piccolo qui joue du pipeau, voici une autre banque italienne qui a été rachetée pour 1 euro. Cher lecteur, ça s'était passé en catimini, donc terme italien évidemment, lorsque j'étais à Sienne, enquêtant sur la Montepaschi, et je suis passé totalement à côté. Je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Et c'est la Banco Etruria, une autre banque toscane en bonne santé qui a été rachetée, je vous le donne dans le mille, le 17 décembre. 17 décembre 2017 pour une poignée de cerises par la Ubi Banca. Et cela n'a été officialisé que le 7 janvier afin que tout le monde passe à côté. Et c'est réussi, comme quoi, moi aussi, je suis passé à côté. Donc encore une autre banque. Et alors, il y a un livre qui est sorti, c'est M. Drummond, notre lecteur, qui me l'a signalé. Il y a un livre qui vient de sortir en Italie, Lo scandalo di Banca Etruria, raccontato dai risparmiatori truffati. C'est truffé de révélations, comme son nom l'indique. Voilà. C'est un grand article du Tempo, de l'italien. Vous pensez que les Italiens vont tenir combien de temps? Parce que 10 banques comme ça qui sont rachetées les unes après les autres, même en France, on n'avait pas vu ça en 2009-2010. Ça tiendra tant que... Je vous signale que je vous ai tout à l'heure parlé d'un dispositif européen qui s'appelle la directive de l'union bancaire, au sens large, oui, qui supervise et qui met en place une procédure de résolution de renflouement des banques, pour être très, très rapide. Ce dispositif ne s'est jamais appliqué depuis 2016. Ça veut bien dire que c'est le faux aux poudres. C'est ce qui s'est passé en Italie. En fait, c'est l'État qui a remis la main à la poche pour sauver la Montepaschi. Parce que sinon, il fallait appliquer ce qu'ils appellent le buy-in. Le buy-in, c'est la spoliation et la confiscation des dépôts bancaires des clients pour renflouer le capital de la banque. C'est ça la réalité. C'est ce que propose aujourd'hui l'Union européenne. Bon, nous sommes radicalement opposés politiquement à ça et philosophiquement à ça. Nous sommes pour que la Banque de France et l'État viennent au secours des banques françaises quand elles seront en difficulté et que, le cas échéant, elles les
recapitalisent, mais qu'ensuite elles appartiennent à ceux qui ont recapitalisé, c'est-à-dire les Français. On ne va pas recommencer le petit jeu de 2008 où il y avait eu des centaines de milliards d'euros qui avaient été mis sur la table pour sauver le système bancaire français, sauf que les Français n'ont jamais eu le retour sur cet investissement-là. Oui, justement, à ce sujet, pardonnez-moi. Donc l'union bancaire, c'est une énorme escroquerie de l'Union européenne. Justement, il y a un article, je vais le retrouver tout à l'heure, mais je vous le donne de tête. C'était dans la presse belge il y a à peu près une semaine. Et donc la presse belge a révélé, on va dire expliqué, que le sauvetage des banques belges a coûté 1 milliard. 1 milliard. Je ne sais pas si vous regardez, la Belgique c'est quand même tout petit, hein. C'est un département pour nous. Ah mais de francs belges alors peut-être non. C'est ça, ouais. C'est 1 milliard de francs belges, ouais. Non, euros. 1 milliard d'euros pour sauver. C'est ce que ça a coûté au peuple belge. C'est purement scandaleux. Bien sûr. Combien ça a coûté c'est ce qui s'est passé au peuple français? Vous avez une idée? C'est ce qui s'est passé en 2008. Je me souviens que Sarkozy avait sorti le carnet de chèques pour environ 340 milliards d'euros de mise en garantie, hein, c'est pas décaissé, mais depuis, les Français ont versé environ 72 milliards d'euros en l'espace de 8 ans, si je me souviens bien, pour constituer d'abord le Fonds européen de stabilité, puis le FESF, puis devenu le MES, le mécanisme européen de stabilité, qui veulent maintenant, d'ici la fin de l'année, transformer en Fonds monétaire européen, mais ça va être l'outil pour faire marcher à la schlag les pays qui ne rentreront pas dans les règles du pacte de stabilité. C'est ce qu'avait dit le ministre de Finances allemand avec les Grecs. Je veux que les Français entendent... Le terrible Schäuble. Exactement, je veux que les Français entendent les cris des Grecs pour qu'ils restent pour suivre la voie, la discipline, Hartung. C'est ça. Voilà. Donc c'est un outil d'hyper-austérité qui est en préparation pour obliger les gens, et les États surtout, à réduire les budgets, à réduire les dépenses publiques, et donc bien entendu voir les reculs des services publics partout. C'est pour ça que vous entendez parler maintenant de la SNCF, des hôpitaux publics, des universités, des CCI qui vont... J'étais à La Réunion il y a 3 semaines, et on apprend que la CCI de l'île de la Réunion va probablement fermer ses portes parce que toutes les CCI ont été fermées. Bon, voilà, ça, je l'ai vu, ça a commencé il y a 3 ans. Ils ont d'abord pompé les trésoreries, puis maintenant ils ferment les trésoreries aussi. Non, je parle des trésoreries de la CCI. Non, ils ferment également les trésors publics, les casernes, les gendarmeries, tout y les passe, maternités, les hôpitaux, tout va être fermé. C'est le recul privatisation totale. Voilà, privatisation quand c'est juteux, quand c'est rentable. Exactement. Et quand c'est plus rentable, voyez l'exemple, voyez le débat depuis lundi sur la SNCF, tout à fait. Où on est prêt à abandonner les petites lignes non rentables et donc qui vont arrêter de desservir l'ensemble du territoire. Donc c'est un recul effectivement de l'État. Alors justement, on parlait des banques. Oui, quoi tout est lié, c'est ce que je veux dire par là. Oui, on a bien compris. Justement, la CIA, donc on salue les représentants de la CIA en France à Neuilly. On a vu que la Corée du Nord se sert des banques lettonnes pour payer ses fournisseurs. Du coup, elle a demandé à la Banque Centrale Européenne, via le Trésor américain, mais bon, de suspendre les transactions avec la Lettonie pour non-transparence et blanchiment d'argent. Ce qui est amusant, c'est que les banques américaines, elles continuent à blanchir l'argent des cartels de drogue mexicains, etc. Vous avez d'autres informations, vous pouvez les retrouver sur le cartel de drogue. Vous faites CTRL F sur ma revue de presse et vous cherchez cartel, par exemple. Vous allez le retrouver. Réponse des Lettons. Alors, c'est là où votre commentaire va être intéressant. Ils ont mis en prison un cadre souverain qui a pourtant une sorte d'immunité diplomatique, on va dire, de la BCE, pour avoir accepté 100 000 € en pot de vin. Alors, vous avez des infos là sur ce pot de vin là de ce monsieur? Oui, on a nos renseignements de l'intérieur. Et ce que l'on a appris, c'est que, citons-le, parce qu'il a été mis en accusation, même si on respecte la présomption d'innocence, moyennant quoi il a quand même été mis en accusation par plusieurs patrons de banque lettons. Et c'est énorme. Il semblerait, il est membre de le directoire de la BCE. Absolument, de l'Eurosystème. Donc en fait, c'est l'équivalent de M. Villeroy de Gallo en France. Oui, c'est le gouverneur de la Banque de France, et donc de la banque lettonne. Et donc il a été accusé par plusieurs patrons du système bancaire de Lettonie de corruption, d'extorsion de fonds, pratiquement, de 100... Pas 100 000, non mais pas 100 000, pas 100 000 € une fois, one shot, 100 000 € par mois depuis plusieurs années qui sont réclamés parce que sinon il y a menace d'audit nouveau, de contrôle de la banque à nouveau, et donc c'était du racket en quelque sorte. Donc là on a un gouverneur central de banque. Donc voilà, donc il est accusé de ça, ça ne veut pas dire qu'il est responsable. Donc il a quand même fait de la garde à vue là-bas. Mais il est en prison. Moi j'ai posé la question pas plus tard que la semaine dernière au président de l'Eurogroupe, Monsieur Sitindo, le nouveau président de l'Eurogroupe. Il était très mal à l'aise, bien entendu, pour répondre. D'ailleurs, il n'a pas répondu. C'est pas nouveau. La Lettonie a
toujours blanchi l'argent depuis très longtemps, sauf que maintenant, depuis 2014, elle est rentrée dans la zone euro. La Lettonie, le Luxembourg, je rappelle le Luxembourg, l'Irlande, Malte, Andorre, bon ça va, on va pas non plus... les Pays-Bas. Les Pays-Bas, absolument. Mais plutôt blanchisseur officiel, blanchisseur de la reine, non pas de la reine, des États-Unis, blanchisseur officiel de toutes les multinationales américaines qui font transiter tout ce qu'elles économisent au Luxembourg, ça passe ensuite par la Hollande. C'est très intéressant. Oui, il faut le savoir. Alors, mais juste pour préciser, ces pays-là, c'est plutôt sur l'évasion fiscale et la fraude à la TVA, puis les départs dans les paradis fiscaux. Cette complicité, je dirais, au sein de l'Union européenne. Et alors c'est pour ça que quand on voit la liste des paradis fiscaux dans lequel ne figure pas justement Malte, le Luxembourg, enfin c'est une parodie de monsieur Moscovici. Hein, bon. C'est un homme il parle même pas anglais d'après ce que j'ai vu, et en plus il dort dans les réunions. Là, vous êtes non, il parle en anglais, genre vache espagnol. Il est incapable de suivre. Je veux dire une conférence où tout se passe à toute vitesse en anglais. C'est pas bien grave. Ce ne sera pas le premier politique qui parle pas anglais, qui est envoyé. Vous savez, je me souviens pertinemment dans les années 80-90, les partis politiques envoyaient les plus nuls dont ils voulaient se débarrasser. C'est plus le cas. Ils les envoyaient à Bruxelles. C'est plus le cas. Peut-être à l'origine, mais c'était le lot de consolation. Exactement. Alors voilà, le Premier ministre Maris Kousinkis, donc le Premier ministre letton, donc il y a une grande réunion pour discuter donc de la détention de Monsieur Ilmar Rimšević, qui siège dans le groupe qui décide des taux. Pilotage des taux directeurs. Des taux directeurs. Il représente la banque au bord de la BCE. Il représente la Lettonie. Attends, le mec, extorsion de fonds, non mais c'est énorme, c'est absolument énorme. Accusation d'extorsion de fonds. Attendez, là, pour en arriver là, pour qu'il le mette en taulle, là, franchement, il y a quand même... Garde à vue, c'est pas de la taulle. Non, peu importe. Les soupçons sont forts, puisqu'il y a quand même plusieurs accusations, donc... Non, mais ce qui est le plus fort, c'est que, au-delà de tout ça, si vous voulez, c'est que le statut de la BCE fait que ces gens-là sont indéboulonnables. Puisque le problème de fond derrière tout ça, c'est que quand vous avez un mafieux, en admettant que ce monsieur le soit, eh bien, vous ne pouvez pas l'obliger à démissionner. Puisque dans les statuts, il est marqué dans le marbre que ces gens-là, jusqu'à leur départ naturel, sont membres du board des gouverneurs de la Banque centrale, ce qu'on appelle l'eurosystème. Voilà. C'est ça, moi ce que je remets en cause, c'est le dogme de l'indépendance de la Banque centrale qui fait que plus aucun État, plus aucun citoyen peut redemander des comptes aux membres de la BCE. C'est ça qui est ahurissant. Il faut que les citoyens européens reprennent le pouvoir. Totale. C'est un régime totalitaire. C'est une dictature bancaire qui plus est. Voilà. Parce que à partir du moment où les pays n'ont plus un leur totalitarisme, moi je parlais de totalitarisme. Mais le problème c'est qu'on a perdu l'indépendance de la Banque de France, d'abord, puis de la BCE, ont fait que tout ça a été perdu pour les citoyens. Oui, et s'ils ne reprennent pas le pouvoir, ce sera la fin de leur existence économique, on va dire. Hein. On est d'accord. Alors justement, je finis cet article où je me demande, mais de quoi se mêle la CIA en Europe, hein. Réponse de James Woolsey, qu'on lui a posé la question sur la CIA intervient dans les élections européennes. Donc sa réponse a été, mais c'est pour leur bien. Sous-entendu, c'est pour notre bien que la CIA intervient dans les élections françaises. Et du coup, la réponse de la BCE n'a pas traîné. La banque, je me souviens comment c'est, c'est ABLV. La banque centrale lui a retiré sa garantie. Donc effectivement, là c'est le fascisme bancaire de la BCE qui s'exprime, quoi. Parce que là, c'est réponse du berger à la bergère pour... Et 5 jours après, déclaration de faillite de la banque. Oui, bien sûr. La part de la BCE elle-même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la BCE... Écoutez, elle a le droit de vie et mort sur toute banque. Bernard, votre commentaire va être très intéressant. Revenons un petit peu 30 ans en arrière sur le régime URSS, donc le bloc, ce qu'on appelait le bloc soviétique. Vous aviez dans ce bloc soviétique la Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, Pologne, blabla, etc. Eh bien, figurez-vous que les Russes ne sont pas allés, ils n'ont pas poussé la perversité jusqu'à imposer une monnaie commune à tout le monde. La Pologne avait sa monnaie, la Hongrie avait sa monnaie, et ils étaient tous plus ou moins indépendants. Et les taux de change étaient totalement différents. Alors que là, c'est exactement la même chose. Ce qui, effectivement, vous confirmez ce ressenti, c'est-à-dire de dictature, de fascisme bancaire, disons-le clairement. Non, moi je parlerais de totalitarisme, totalitarisme financier qui fait que les autorités de l'Union européenne nous imposent l'union bancaire, par exemple, que nous politiquement, nous combattons de toutes nos forces parce que c'est la prochaine spoliation de l'épargne et des dépôts des Français dans leurs banques. Alors, avant d'arriver au fameux 22 milliards, je vous donne une autre information. C'est comment Bruxelles, Washington, le FMI vont voler tout le parc immobilier des Grecs. Alors, regardez bien le tweet qui est derrière nous. Il parle d'une manifestation à Athènes qui a eu lieu il y a 10 jours devant le ministère de l'économie qui a décidé de redémarrer le programme de saisie immobilière, y compris résidence principale. Donc, c'est vraiment la clé. La saisie
saisie de la maison, boutique, bureau, terrain, etc. permet de les passer immédiatement dans le bilan de la banque ou de l'État. Et regardez bien le chantage fait par Bruxelles. Si la Grèce ne remet pas le programme de saisie immédiat en marche, la Banque centrale européenne menace de suspendre la tranche suivante des prêts qui permettent à la Grèce de ne pas faire défaut et par définition de continuer à rembourser les banques étrangères. C'est le programme testé à Chypre. Je vous invite à retrouver mon reportage parce que tout était déjà là-bas. Et ce sera la même chose pour tous les autres pays, en particulier l'Italie. Alors je vous résume, je vous le redonne. À Chypre, auparavant, lorsqu'il y avait un défaut de paiement, il fallait grosso modo 4-5 ans à la banque pour prendre possession de la maison. Et donc les Allemands avaient exigé des Chypriotes à voter une loi immédiate au Parlement, j'y étais à ce moment-là, pour que la saisie se passe en 6 mois. Mais je ne sais pas si vous réalisez, donc c'est vraiment le vol immédiat. Voilà. C'est ce qui nous attend. Depuis ces 2 dernières années, Georgios et Evgenia Kouzilos et leurs 3 enfants vivent sans électricité. Comme eux, des milliers de familles grecques ne peuvent plus payer leurs factures. Selon le gouvernement, 300 000 foyers vivant en dessous du seuil de pauvreté se trouvent dans cette situation. Ce matin, Michalis Tsosoglou vient chercher de la nourriture à la banque alimentaire dans la banlieue d'Athènes. Chauffeur routier au chômage depuis 5 ans, après 35 ans de travail et d'impôts payés, Michalis doit 6 mois de loyer et 1 année d'eau et d'électricité. Pas un seul euro est entré dans le foyer depuis 1 an. C'est juste une question de temps, tout le monde va y passer. Ce mois-ci, le mois prochain, tôt ou tard ce sera fini. Et pour compléter le tableau, on découvre aussi que le taux de suicide a augmenté de 35,7% avec l'austérité depuis 2011. Je rappelle quand même qu'il suffit simplement à l'État de monter les impôts, de monter les taxes, et vous avez automatiquement tout un tas de retraités, des centaines de milliers de retraités, qui ne pourront plus payer leurs impôts, leurs taxes, soit vont être obligés de vendre, soit seront saisis, et ça va venir dans le bilan de l'État ou de la banque. Votre commentaire là-dessus ? C'est tout à fait juste. Sur ce chantage tout à fait à la juste. Grèce. Moi, quand j'écoute mes collègues députés grecs au Parlement européen, la Commission économique a pleuré de désespoir pour ses compatriotes, pour leurs compatriotes, vis-à-vis de M. Draghi, vis-à-vis de M. Moscovici, qui régulièrement va à Athènes pour bien s'assurer de la mise en place des... Alors, le grand sujet, c'est les réformes structurelles. C'est le mot poli pour dire austérité. Mais ça se traduit... réformes structurelles. C'est ça. En fait, les réformes structurelles. Alors ça, madame, midi et soir, j'en entends parler, mais c'est quoi? C'est l'austérité. Donc la Grèce, mais Chypre aussi, enfin tous les pays du Sud. La France, c'est pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Ça va malheureusement se pointer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous dites est vrai, mais derrière, le sale boulot, ils ne le font pas. Donc ce que j'appelle moi la Troïka, de la BCE, mais il y a le FMI et il y a l'Union européenne. Oui. Le sale boulot, ils ne le font pas en direct pour passer salaire. Ils le font partie par au niveau des technocrates. L'ami de M. Mélenchon. Ils le font avec les fonds de vautours américains notamment, qui sont basés au Luxembourg. Je vous rappelle que M. Schäuble avait lui-même proposé il y a 1 an ou 1 an et demi un fonds commun collectif de 50 ou 55 milliards, j'ai plus le chiffre en tête, pour justement mettre les avoirs, le port du Pirée, l'aéroport d'Athènes, etc., etc. Donc tous les biens communs, donc de manière collective dans un fonds, voilà, et puis de loger en droit anglo-saxon notamment, basé à Luxembourg. C'est pas du pillage ou de la piraterie européenne, ça n'a pas d'autre nom, quoi. Bon. Donc là, ils le font de manière beaucoup plus pudique par des fonds vautours américains qui viennent, en tant que créanciers, mettre les gens à la porte de leur maison, de leur appartement, etc. Et ça n'est qu'au début du commencement. Et ça touche toute la classe moyenne grecque maintenant. Avant, c'était la classe modeste, maintenant, c'est la classe moyenne. Alors, ce qui est tout donc c'est une bombe à retardement. Vous êtes le seul député français donc, au Parlement à nous parler de ça. Hein. Je le rappelle. Vous êtes combien de députés français là? On est 17 dans le groupe des Nations et Libertés. 73, 74. Voilà, il y a 73 députés français. Vous êtes le seul à nous en parler publiquement. C'est intéressant. C'est très révélateur. On pourrait vous parler de l'agriculture, vous pourrez vous parler de la santé. Le nerf de la guerre, on va dire ça comme ça. C'est effectivement le nœud gordien. Exactement. Alors, puisqu'on parle du nerf de la guerre, attention, là c'est le sujet. Alors, vos commentaires là aussi vont être éclairants, comme on dit. Alors, vous avez vu que M. Dalliot, vous voyez, Ray Dalio, Bridgewater, a décidé, donc il a dit publiquement, de parier massivement sur l'explosion de systèmes bancaires
enfin du moins des banques et des multinationales 22 européennes. milliards de dollars Et il a mis 22 milliards de dollars sur la table parce qu'il pense que tout ça va cramer en 2018. C'est ce que vous nous avez dit, vous, dans une revue de presse précédente. On vous avait demandé que vous pensez que ça va tenir jusqu'à quand. Je pense que il y a peut-être 2 ans. L'année dernière, peut-être, oui. Ou peut-être, on va le retrouver, c'est pas grave. Ouais. Hein, mais vous aussi, vous nous avez parlé 2018. Et vous avez également un autre que j'aime beaucoup, une autre personne, Jean-Pierre Chevalier, qui lui examine à la loupe les bilans des banques. Analyste bancaire. Ah ouais, il est excellent, il est drôle. Il a gagné d'ailleurs tous ses procès contre la Banque de France et tout. Ah oui, ça je savais pas. Donc il dit que ça ne passera pas 2018. Voilà. Moi je ne donne plus de calendrier parce que la résilience du système est énorme. La planche à billets est énorme. Voilà. Mais écoutez bien. Donc il a joint le geste à la parole, il a mis 22 milliards sur la table, ce qui n'est pas sans rappeler le fameux pari de George Soros contre la Bank of England. Hein, vous rappelez de ça. Donc Bridgewater a analysé, comme Jean-Pierre Chevalier, le bilan de toutes les banques européennes et on a conclu qu'elles ne tiendraient pas debout longtemps en cas d'un nouveau tremblement de terre du Dow Jones, un nouveau 29 septembre 2008. Alors justement, je parle de vous, c'est intéressant car cela rejoint les analyses de Monod et Chevalier qui tous deux s'accordent pour dire chacun de son côté que vu la masse de fausses monnaies en circulation, des taux négatifs, de la crise, du chômage, cela va forcément craquer et surtout que cela a été tenu trop longtemps à bout de bras par les fausses monnaies des banques centrales. Donc il y a notre lecteur Spartacus qui nous dit on apprend que le fonds parie 22 milliards, etc. Et pardon, il parie contre la BNP aussi. Il dit c'est bizarre car j'aurais plutôt pensé Crédit Agricole ou Société Générale. Il a peut-être des infos qu'on ignore. La BNP a beaucoup de dérivés et le principal exposé en cas de faillite a la Deutsche Bank dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors c'est pas le trader habituel, hein, c'est pas le cocaïnomane classique. Hein. Comment dire, c'est un mystique. Il fait 1 heure de méditation par jour. Ce qui est comme pour un trader, puis qui vont plutôt au bar à pute, c'est pas tout à fait la même catégorie. Hein, avant de jouer les prédateurs, quoi. ouais, tout à fait. C'est rare, c'est très rare un trader qui prie. Hein, c'est un samouraï. Ouais, voilà, c'est un samouraï. Et donc il avait lui parié déjà en 2007 contre le système, exactement comme Paulson. Ce mysticisme lui a permis de voir les choses autrement et de prévoir l'explosion de 2008. Ce que j'avais fait aussi, hein, au passage. Grâce auquel il est devenu l'un des hedge funds les plus puissants de la planète. C'est pas mon cas. Et aussi le 69e homme le plus riche de la Voie lactée. C'est pas votre cas non plus, ni la mienne. Voilà. Mais son radar lui a permis de voir à l'avance les turbulences et de parier contre. Parce que dans ces trucs-là, vous avez déjà intérêt à avoir 200 millions pour le mettre sur la table, pour faire 2 milliards et ainsi de suite. Il faut miser. Voilà, il faut miser, gros. Et donc, il a même écrit un livre dans lequel il jette par-dessus bord toutes les théories économiques contraires, qui sont contraires les unes aux autres, c'est pas vous qui... vous êtes d'accord? Et c'est précisément sur son axiome des 3 vagues qu'il a pris la décision de shorter l'Europe en 2018. Je suis très curieux de voir comment Macron va prendre ses dispositions, parce que c'est un banquier quand même, Macron, pour se protéger de la machine Bridgewater. Alors, attention Bernard Monod, votre analyse sur cette prise de position massive contre l'Europe. Les banques européennes, toutes les banques européennes. Oui, voilà, toutes les banques européennes, c'est pas une en particulier. Il y a les banques italiennes, les banques ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la zone euro. Voilà, c'est la zone euro qui est en état d'urgence les entreprises, bancaire. Fiat, Renault, tout y passe. Absolument. Bon, maintenant, c'est son boulot de faire des paris sur des zones, c'est son métier. Et pour relativiser un petit peu ce que vous dites par rapport à ça, et 22 milliards, c'est une goutte d'eau dans l'océan du shadow banking qui se pratique sur les dérivés, sur tous les marchés, etc. Bon, simplement, c'est la première fois qu'on en voit ouvertement un qui parie contre à l'heure actuelle. Vous savez, attendez, Bernard, vous avez lu 777 et 666. Oui, absolument. Eh ben, je peux vous dire que ma boîte mail a explosé l'autre jour lorsque Wall Street a baissé de 666 points. Ah, ça a été, même le New York Post, on a fait la une absolument extraordinaire de Devil in the Index, ou je sais pas quoi. C'était des trilliards qui ont été perdus et la Fed est venue à la rescousse. Ils ont tout remonté au cric avec la fausse monnaie. Absolument, non, mais ça on est d'accord. Hein. C'est le péril, le péril des peuples, c'est les banques centrales. On est bien d'accord. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, c'est la vie quotidienne d'un trader de spéculer à la hausse ou à la baisse. 22 milliards, c'est quand même pas. 22 milliards, c'est dérisoire au niveau des flux. C'est dérisoire, mais ça ne l'est pas. Mais ce qui est choquant, c'est qu'effectivement, ils visent spécialement la zone euro et ils veulent effectivement que ça tombe. Bon. Vous pensez que une partie des Américains veulent faire tomber l'Europe? Mais les Américains sont en guerre économique, financière et bancaire depuis les années 70. Non, mais d'accord, mais ils n'ont aucun intérêt à faire tomber le système, sinon ils vont... sauf s'ils parient sur la perte. Mais les banques d'affaires, en l'occurrence, ce qu'elles cherchent, c'est à faire du profit. Point barre. Le reste, vis-à-vis des États et des peuples, c'est pas leur problème. Non, ce qu'il faut bien retenir là-dessus, si vous voulez, c'est la perversité du mondialisme. Parce que c'est ça que nous condamnons là, ici. En fait, c'est le modèle mondialiste et ultralibéral qui fait que tous ces acteurs de marché n'ont plus aucune contrepartie, n'ont plus aucune régulation, supervision de quoi que ce soit. Parce que là, on est dans le shadow
shadow banking qui n'est régulé par plus rien. C'est la loi de la jungle absolue. C'est ça, nous, que nous condamnons au Front National, et c'est pour ça que nous avons mis en place le patriotisme économique, avec des frontières nationales, avec un système bancaire national qui contrôle les flux, etc., qui régule, qui n'est pas là pour bloquer, etc., au contraire, mais qui rétablit un équilibre pour notamment conserver les économies, les systèmes bancaires. Un système bancaire d'une nation, c'est une industrie. C'est peut-être même la première des industries. D'où l'importance vitale pour un pays de sauver son système bancaire national. Oui, mais là, tout le monde sait que la Banque Centrale Européenne, M. Mario Draghi vient de Goldman Sachs quand même. Je veux dire, tout ça est piloté par les Américains. On connaît déjà le nouveau vice-président de la Banque Centrale Européenne qui va prendre ses fonctions à partir du 1er juin prochain. C'est M. Luigi de Guindos. C'est l'ancien ministre de l'économie, le ministre de l'économie espagnol, qui a bien fait ses réformes structurelles comme l'Union européenne lui a demandé. Et en contrepartie, les banques qui ont ruiné. Et en contrepartie, on leur donne pour service rendu, on leur donne une bonne place au sommet de l'édifice. C'est 50 000 euros par mois, 60 000, c'est à ce niveau-là? Je ne sais pas, mais peu importe, si vous voulez, c'est le pouvoir que vont obtenir ces gens-là, comme M. Draghi. Pour moi, Mario Draghi, le président de la BCE, est l'homme le plus puissant de la zone euro. On est tout à fait d'accord. Tous les autres sont des polichinelles, y compris Mme Merkel. Vous dites là aujourd'hui qu'en fait, peu importe qui est le président en fait, aujourd'hui, c'est M. Draghi et le patron de l'Europe. Ce sont des gouverneurs de provinces françaises. Macron, le gouverneur de la province française, Mme Merkel. Sauf qu'elle a un petit peu plus de pouvoir quand même que la France, parce qu'elle est souvent aux manettes, notamment avec M. Schäuble, qui lui est alors là, j'ose le dire, ce monsieur a commis des crimes économiques depuis 30 ou 35 ans, en Allemagne et puis maintenant partout dans la zone euro. On est habitué avec les Allemands au crime. D'ailleurs, je l'ai surnommé le terrible Schäuble, mais ce type-là est effrayant. Vous pouvez nous en donner quelques-uns? Moi, déjà, ce qui me choque en tant que citoyen français, c'est de le retrouver à l'Assemblée nationale, avec la volonté de M. Macron d'ouvrir l'Assemblée nationale par réciprocité avec le Bundestag, pour que M. Schäuble vienne édicter les règles du jeu au sein du Parlement français. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors là, je suis d'accord avec vous, il y a un totalitarisme qui s'instaure, qui est totalement... Et un deuxième exemple de crime? De la part de M. Schäuble, c'est les lois Hartz, c'est ce qu'ils ont fait subir effectivement à la Grèce, qui était inhumain. 7000 suicides quand même. Bien sûr. Officiellement. Mais partout. Il y a la Grèce, mais il y a Chypre, il y a le Portugal, il y a l'Italie maintenant. L'Italie, c'est la France de demain. On est tout à fait d'accord. Alors tiens, puisqu'on parle des banquiers, arnaque de la banque en votre défaveur. Rabobank, États-Unis, parce que vous parlez les banques américaines donc font la loi. Alors Rabobank, elle, qui nous oblige, nous, la Société Générale, BNP, etc., à déclarer nos avoirs selon la régulation américaine de la Fed et patati et patata, eux, ils se bip avec. Les Américains, donc, qui obligent tous les Européens à déclarer tous ces revenus au nom de la loi sur la transparence et la lutte contre le terrorisme et le blanchiment et contre la traite des blanches aussi, viennent de montrer que de leur loi, ils s'en tapent, pour parler crûment. Voyez cette information vue par notre lecteur, M. Capron. Précisons que la Rabobank dispose de 107 agences en Californie. C'est une trop grosse banque, attention. Alors, Deutschländer, c'est une banque hollandaise. La branche californienne de la banque hollandaise Rabobank, donc, a donné son accord au ministère de la Justice pour payer 370 millions de dollars d'amende pour les soi-disant accusations de blanchiment de millions de dollars de cartel de la drogue mexicain et du crime organisé à travers toutes ces branches qui sont, comme par hasard, disséminées tout le long de la frontière californienne avec le Mexique. C'est marrant parce que vous avez des villages comme ça, puis paf, il y a une Rabobank dedans. C'est pas beau ça? Je sais pas ça. Le mec il passe par des tunnels, il dépose des sacs entiers, des sacs postaux d'argent liquide. Non mais attends, c'est rempli d'argent. Et donc la Rabobank blanchissait donc ils ont dû arroser le ministère de la Justice, etc. Voilà. Là c'est en plus une banque hollandaise. Donc je disais tout à l'heure que la Hollande c'était c'était la blanchisseuse des Américains. Voilà, eux, ils ont poussé le bouchon un peu plus loin. Ils blanchissent même les Mexicains aux États-Unis. C'est pas beau ça? C'est quand même incroyable. Et M. Capron, donc notre lecteur, il nous dit: la Rabobank se prend une amende de 370 millions de dollars pour blanchiment d'argent sale de la drogue mexicaine, une semaine après avoir interdit le Bitcoin pour le business de ses clients. C'est-à-dire que les mecs, ils ont interdit donc aux clients qui ont des cartes, qui ont des comptes chez eux, d'acheter du Bitcoin, d'acheter des crypto-monnaies pendant que eux blanchissent l'argent de la drogue. Mais
Mais c'est incroyable, mais c'est invraisemblable. Mais le cynisme de ces banquiers n'a pas de limite, quoi. C'est dingue. On se croirait dans un Picsou magazine avec les Raptous. Je crois que même les Raptous, ils ont pas. On n'a pas eu autant d'aventures complètement dingues. Non mais je vous assure, là, ça pourrait faire une aventure de Picsou magazine. Une autre, puisqu'on est dans les arnaques bancaires. Alors là, c'est pour nos. Vous savez qu'on est très suivi au Canada, hein, au Québec. Ah bon oui. Donc la Banque nationale, établissement canadien, vient d'être condamnée par le gendarme bancaire de l'Ontario et du Québec à payer, alors bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est 1,7 million de dollars canadiens, pour ne pas avoir informé 40 000 de ses clients sur les placements qu'ils vont faire. Donc ils ont donné une info, ils ont pris l'argent, ils ont tout mis. Et donc les clients qui se plaignent, bon, voilà. C'est quand même incroyable, quoi. Et la période s'étend du 5 février 2015 au 26 septembre 2016. Comme il fallait prendre leur argent le plus vite possible, ils n'ont pas eu le temps de tout faire dans l'ordre, il faut leur pardonner. C'est compliqué d'avertir 40 000 personnes, quoi. Puis ça coûte cher, hein, 40 000 personnes en timbre. C'est plus simple de leur prendre l'argent sur leur compte. Je connais pas le droit québécois, mais... Ouais, non, mais attends, c'était dans le journal de Montréal. Hein. Nos pauvres cousins de... Ils ont quand même trouvé 45 000 pigeons qui ont été assez naïfs pour investir avec la banque. C'est le principe, vous savez, en psychanalyse, la victime consentante. Oui, c'est le syndrome de Stockholm. Hein, non, ça c'est la victime consentante. Je veux bien être fouetté, mais je n'ose pas le dire, parce que c'est vilain. mais je veux bien être fouetté, je veux bien qu'on me gifle. Vous voyez il y en a des comme ça. Autoflagellation. Non, c'est pas une autoflagellation. C'est la banque qui flagelle là pour le coup. Alors dernier truc. Alors avant qu'on fasse une petite pause. Alors ça vous allez adorer. Si, parce que vous nous avez souvent parlé de l'or et de l'importance d'avoir de l'or, des pièces d'or, etc. Exact. Donc cela a pris 10 ans. 10 ans d'articles, 10 ans pour que les Américains, via le FBI et la CFTC, fassent semblant d'agir en mettant en prison 6 traders qui ont manipulé les cours des métaux précieux. Pour leurs patrons, évidemment, qui n'ont pas, eux, ils n'ont pas été inquiétés. Donc là-dedans, on trouve les traders de l'UBS, Union des banques suisses, HSBC, Deutsche Bank, comme d'habitude, hein, c'est les Raptous. En fait, on devrait avoir les Raptous avec... parce que les mecs, les Raptous, ils ont des numéros, mais en fait, on devrait leur mettre HSBC, BNP, JP Morgan. C'est vrai, c'est quand même incroyable. Donc, 6 personnes ont reconnu, effectivement, d'avoir bidonné les cours de l'or pendant 8 ans. 8 ans? Ouais. Ah ouais. Ah non, c'est pas une petite manipulation. Non. Alors, l'enquête a duré 10 ans. Ouais, c'est sûr. Ils ont fait combien de profits? L'enquête a duré 10 ans. Combien de profits pendant Déjà, 10 ans, rien que ça. Rien que ça. Alors, 10 ans d'enquête, tant que ça. Alors, explication. Les détectives du FBI et de la CFTC étaient respectivement manchots, cul-de-jatte, sourds et aveugles. Ce qui permet de mieux comprendre le temps que cela leur a pris d'arriver à leur conclusion. Et la Deutsche Bank, pantin de la CIA, donc là j'en parle beaucoup dans le livre Black Master, si vous voulez comprendre. Alors la Deutsche Bank va payer 30 millions. Les Suisses de l'UBS vont payer 15 millions et la HSBC un tout petit de 1,6 million pour avoir bidonné les cours de l'or et de l'argent pendant 10 ans. Je ne sais pas si vous réalisez. Des centaines de milliards envolés, des dizaines de milliers d'emplois perdus, des dizaines de millions d'épargnants volés. C'est vraiment pas cher payé. Le fait que l'un des enquêteurs était cul-de-jatte explique qu'il n'a pas pu aller Park Avenue chez Jamie Dimon. C'est là où il y a le siège de la JP Morgan, parce que quand vous êtes cul-de-jatte avec 2 fers à passer... Il le convoque à son bureau. Voilà. Alors, je dis au cul-de-jatte enquêteur, je veux dire, tu sais, maintenant, il y a les vieux aspirateurs pour se déplacer, maintenant, il y a des trucs à vapeur, hein, donc tu peux l'éviter, tu peux aller un peu plus vite, hein, au siège de la JP Morgan, c'est quand même incroyable. Et celui qui était sourd, il n'avait forcément jamais entendu parler de Black Masters, parce que c'est elle qui manipulait le cours de l'or et de l'argent à l'époque à la JP Morgan. Il lit pas les journaux. Non, il sauve pas, voilà. Et donc, depuis février 2008, ça a continué jusqu'en septembre 2014, Deutsche Bank, etc., tous les traders, blablabla, donc ont manipulé le cours de l'or, et c'est eux qui ont fait tomber le cours de l'or, parce qu'à un moment donné, il a atteint 20 000, voilà, il était vital, vital de le casser. Donc voilà, 6 lampistes qui ont été mis en prison, et pendant ce temps-là, la Fed, elle a remporté le jackpot, quoi, parce qu'ils ont sauvé le dollar. Actuellement, des enquêtes sont menées aux États-Unis sur d'éventuelles manipulations des cours des métaux précieux par plusieurs grandes banques. C'est ce qu'affirme lundi le site web du Wall Street Journal. Ces enquêtes portent notamment sur l'or, l'argent, le platine et le palladium. Parmi les principales banques concernées par cette enquête figurent les américaines JP Morgan et Goldman Sachs, les Suisses UBS et Crédit Suisse, la française Société Générale, la britannique HSBC et Deutsche Bank, le groupe bancaire allemand. Concernant le platine et le palladium, et depuis le 1er décembre dernier, c'est le London Metal Exchange qui fixe leur prix de référence de manière plus transparente et électronique. Voilà, mes chers spectateurs, voilà, vous voyez le niveau de l'escroquerie. Et donc là, c'est des articles du New York Times, de Zero Hedge, de CNBC. On ne l'invente pas, hein, je précise, ça existe vraiment. Ils ont véritablement manipulé le cours de l'or et de l'argent. Mais je crois que c'était interdit. Si par exemple, vous vous souvenez, les grands opérateurs télécoms français, Orange,
SFR et Bouygues ont été condamnés pour s'être entendus pour entente sur illégal. Mais là, ça porte sur des centaines de trilliards. Il y a juste... Certains portent bien leur nom. Donc, vous voyez, les petits sont volés par le 0,001%. Et donc, il était vital de faire baisser le cours de l'or pour empêcher les gens d'en acheter, pour se précipiter sur l'or. Donc, chers spectateurs, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi, l'or, c'est la chose la plus importante. Et des pièces d'argent, hein, les 50 francs Hercule. Vous avez toutes les infos sur Revue de Presse en haut, là. Vous avez tous les liens. Voilà, nous allons faire une petite pause avec quelque chose d'amusant. Et nous allons revenir dans très peu. Stay tuned. Μα εσύ δεν είπες όλοι κάτω. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσοι φοράνε κουκούλες. Εσύ έτσι και σου σκέφτηκα δεν πάω ρε. Φοράω κουκούλα. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσοι φοράνε κουκούλες, αλλά όχι κουκούλες ζακέτας και όσοι φοράνε καλσόν. Εσείς τώρα γιατί σηκωθήκατε πάνω? Αφού φοράω καλσόν. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, όχι ζακέτας, και όσους φοράνε καλσόν και κρατάνε και όπλο. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, εκτός από τους κλέφτες. Ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής. Όταν η Wind λέει όλοι, εννοεί όλοι. Όλοι. Καλά. Κάτι τους είπες τώρα. Bienvenue dans le retour de cette deuxième partie de la revue de presse. Alors avant de reprendre avec vous Bernard Monod, je voudrais parler de la censure, j'aurais dû en parler d'ailleurs tout à l'heure. Donc vous savez que ma page Wikipédia anglaise, italienne, espagnole, française bien entendu a été enlevée, hein, puisque je parle de finances. Hein, donc c'est, Vous avez de la chance parce que moi je cherche à enlever la mienne mais ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est le paradoxe. Tous ceux qui parlent de la fausse monnaie, la fiche du professeur Antal Fekete a été enlevée, la fiche de André-Jacques Houellebecq qui a écrit sur la loi du 3 janvier a été enlevée, la mienne bien entendu a été enlevée. Enfin, c'est quand même vrai. Et maintenant, YouTube commence à nous bloquer des vidéos soi-disant pour des atteintes de droits d'auteur, pour des images. Alors, YouTube, il faudrait que vous arrêtiez parce que il y a des centaines de milliers de films en entier qui sont sur YouTube. Non mais piratés. Mais qu'est-ce que je dis, des centaines de milliers? Des millions. Nous, on prend 5 secondes, 10 secondes, et en plus on met le réalisateur, le film, blablabla, et bam, comme par hasard, paf, votre vidéo est interdite. Par exemple, celle que j'ai faite sur la crise financière française de 1789-1799 a été bloquée. Et quand on veut acheter, par exemple, et comme ça, sans avertissement, hein, sans rien. Hein. Donc c'est leur nouveau système pour nous empêcher pour nous faire taire. Les voix dissonantes, parce que nous, on n'est pas comme la presse financière qui se couche littéralement devant les banquiers. Alors je demande à mes spectateurs, lecteurs, abonnez-vous. Même si vous vous êtes jamais abonné à ça, abonnez-vous à mon fil Twitter et abonnez-vous à ma page Facebook, même si vous n'y avez pas accès parce que je suis limité à 5000, mais vous pourrez suivre hein, si vous abonnez. Abonnez-vous également à cette page en dessous, c'est vrai que je ne l'ai jamais demandé moi, je ne demande pas les abonnements, mais manifestement il faut le faire parce que les chiffres ça parlent, ça pèse soi-disant, hein, voilà. Mais c'est triste d'en arriver là. Je rappelle que ma page Facebook m'a été enlevée parce que j'avais 60 000 personnes plus les 5000, donc ça fait 65 000, et donc juste avant les élections régionales. Comme par hasard, le dimanche. C'est le totalitarisme numérique. Le totalitarisme numérique est en marche. Monsieur Gaspard Genser, dans son livre, n'en parle pas. C'est bien dommage. Hein, parce que je suis sûr que ça venait de l'Élysée, moi, de ma censure. Et alors, Facebook m'a rendu le truc avec 18 000. Hein, c'est-à-dire qu'ils m'ont enlevé, je suis passé de 60 000 à 18 000, donc je suis un peu moins dangereux maintenant. Parce que, non mais c'est invraisemblable. Ils en sont là, quoi. Ils en sont là. À censurer 0,001% de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais c'est fou. Voilà, chers spectateurs, lecteurs, donc je compte sur vous, je compte sur votre soutien, véritablement, contre la censure de tous ces enfoirés. Pour moi, ce sont tous les signes de fin de système.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, c'est la fin d'un système qui s'est... Ils en sont là, quoi, mais c'est aberrant. Alors, justement, puisqu'on parlait de fascisme bancaire tout à l'heure... Pas moi je parle de totalitarisme financier. Oh, c'est proche, hein, c'est proche. J'ai un papier, là, qui s'appelle « Le fascisme bancaire 2.0 est arrivé ». Alors, les banques, maintenant, vous interdisent d'acheter des crypto-monnaies. Alors, espèce d'enfoiré de banquier, de quoi tu te mêles? Déjà que tu empêches les gens de retirer leur argent. On a eu le cas d'une dame, 91 ans, elle demande, Crédit Mutuel ou CIC, je ne sais plus, elle demande au 10 décembre à son agence, elle demande 6 000 € en liquide pour le distribuer aux petits-enfants et ses enfants. Et donc elle dit, je passerai dans 10 jours à l'agence. Elle vient et la directrice de l'agence lui dit, ah non, les lois contre le blanchiment et la traite des blanches, hein, et je ne sais quoi, hein, le trafic de drogue et patati et patata, je ne peux vous donner que 1 500 € en liquide. Non mais c'est invraisemblable, les gens ne peuvent même plus retirer leur argent. Leur propre argent. Leur propre argent. Mais c'est dingue. Et ça choque personne. Alors maintenant, voilà, 2.0, donc j'arrive au truc. Alors après avoir décidé qu'elle vous empêcherait de retirer votre argent, donc, tout contrainte de vous dénoncer comme terroriste auprès des autorités, qui laisse le comptable de Madame Bettencourt retirer 50 000 € en cash, hein, tous les 2 jours ou tous les 3 jours à la BNP, à l'agence BNP Grande Armée, voici qu'elles ont franchi une nouvelle étape, et cela va sans doute arriver en France, empêcher carrément les clients d'acheter des crypto-monnaies alors qu'elles sont branchées à fond dessus, comme vient de le faire le Crédit Agricole par exemple, qui a adopté le Ripple. Mais vous n'avez pas le droit parce que cela met en danger la banque elle-même, et ensuite le dollar américain, blablabla. Bla bla. Donc une nouvelle interdiction. Et alors, j'ai vu depuis, aux États-Unis maintenant, il y a une demande à ce que les banques empêchent les Américains d'acheter des armes, suite au massacre qu'il y a eu il y a 10 jours. Elles vont nous empêcher, donc là c'est vachement grave, parce qu'elles vont nous empêcher de dépenser notre argent comme on le veut. Si j'ai envie d'acheter des crypto-monnaies, c'est mon problème. Si j'ai envie d'acheter un revolver, enfin bon, c'est pas mon cas, mais si les Américains ont envie d'en acheter, c'est leur problème. Tant que c'est permis, tant que c'est légal. Mais après, ça va être quoi? Alors, on va nous interdire d'adhérer à un parti politique parce que ça leur plaît pas? Par exemple, il me semble d'ailleurs que c'est Marine Le Pen, elle a eu son compte fermé? Absolument, HSBC. HSBC, à titre voilà. personnel. Mais je crois que même le FN, vous avez été éjecté? Sans préavis, et la Société Générale... Mais je crois que vous avez été éjecté, non? Oui, le FN? Oui. Il me semble que vous avez eu un problème. De la Société Générale, et Marine Le Pen, à titre personnel, pour HSBC. Elle a fait une conférence pour dénoncer... Voilà, effectivement, ça m'est revenu. Voilà. Donc, et on en est... Et notre parti... Et on arrive au paradoxe suivant, qu'on est obligé de demander l'asile bancaire dans notre propre pays auprès d'une banque française. Et vous n'avez pas de carte bleue, vous n'avez pas de découvert, vous avez ça rien, y est, non, mais ça c'est en train d'être réglé si vous voulez. Mais oui, on est victime, comme les Français, de totalitarisme financier, mais ça leur arrivera peut-être un jour, sans aucune raison. Le pire, c'est que ça a été sans aucun motif légal. Hein. Mais c'est incroyable. Donc j'appelle ça véritablement le fascisme bancaire. J'en parle depuis longtemps dans cette revue de presse, mais là nous sommes devant le fait accompli, et personne ne peut le nier. Hein, c'est pas vous qui le niez, hein. Vous êtes fait éjecter, c'est un fait. Mais... Et pour qu'elle puisse interdire l'achat de ceci ou cela, eh bien elle pose un drapeau rouge via le processing de cartes Visa, Mastercard, American Express et même Discover sur tous les vendeurs de crypto-monnaies et bloque l'achat. Et si vous vous plaignez, si vous faites un scandale à votre banquier, le mec il vous dit monsieur, madame, cassez-vous. C'est ce qui vous est arrivé. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de mes lecteurs. Ils voulaient retirer de l'argent liquide. Le banquier leur disait non, vous pouvez pas retirer 4 000 €. Et le mec il a pété un plomb, quoi. Il les a insultés. Et résultat des courses, le directeur de l'agence l'a viré de la banque, quoi. Donc Bank of America, Capital One Financial, JP Morgan, ça fait partie des 3-4 banques, et je crois qu'il y en a des nouvelles maintenant qui interdisent à leurs clients américains, ou même sans doute européens, d'acheter des crypto-monnaies. C'est complètement hallucinant. La semaine dernière, sur la revue de presse, je vous avais parlé de Ripple et Ethereum. Eh bien, le Crédit Agricole se colle à Ripple, voilà, et c'est un article de Capital. Merci à notre lecteur Christophe. Quand Séoul s'attaque aux crypto-monnaies, c'est le Bitcoin qui dégringole. Le cours de la monnaie virtuelle chutait de 11% ce jeudi après les annonces du gouvernement sud-coréen, l'interdiction des échanges anonymes de crypto-monnaies et sa volonté de bloquer certaines transactions jugées douteuses. La Corée du Sud représente environ 20% des échanges mondiaux de Bitcoin et le gouvernement avait déjà annoncé sa volonté de taxer les profits de ces nouveaux boursicoteurs, souvent étudiants ou femmes au foyer. Vous y connaissez un petit peu en crypto-monnaie ou pas vraiment, mais on a un avis technique là-dessus. C'est-à-dire? Et politique d'ailleurs. C'est-à-dire que depuis 3 ans déjà, on avait dénoncé le principe de... Parce que tout ça, ça laisse sous-entendre aux citoyens lambda qu'il s'agit de monnaie. Or, il ne s'agit pas d'une monnaie, il s'agit d'un placement financier électronique qui ne repose sur rien d'ailleurs, puisqu'il n'y a aucune contrepartie. La planche à billets, elle repose sur rien non plus, hein. On est d'accord. Sauf qu'elle a quand même le cours légal. L'euro, qu'on soit d'accord ou pas, ça a quand même une monnaie qui a cours légal, avec une banque centrale derrière, un État, avec une régulation, qu'on le veuille ou non. Là, il n'y a aucun contrôle. Évidemment, dessous, on a un sous-jacent, ça s'appelle le blockchain, un système blockchain qui n'a aucun contrôle puisque Black Master, c'est à fond
sont dedans. Absolument, mais ils ont raison parce qu'effectivement, le système bancaire risque de se faire dépecer à cause de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que crypto-monnaie, ça laisse entendre parler de monnaie. Le problème, c'est que le Bitcoin, par exemple, ou l'Ethereum, ne sont pas des monnaies. Ce sont des placements financiers extrêmement risqués qui ne reposent sur strictement rien. Donc nous, notre devoir d'hommes et de femmes politiques en France, c'est de mettre en garde sur le risque et la volatilité extrême de ce placement-là. Après, les gens investissent dans ce placement ou pas, c'est leur problème. Mais j'entends ça depuis 10 ans. Depuis 10 ans, grosso modo, le Bitcoin était à, je sais pas, à 10 centimes, $1, machin. Il est monté carrément jusqu'à $20 000. Et là, les Américains de la Fed, ils ont pété un plomb, ils l'ont cassé, évidemment. Comme l'or, lorsqu'il est arrivé à 20 000. On est en bulle. Mais sauf que l'or, c'est pas du Bitcoin. C'est l'antithèse. Mon parallèle, tout à l'heure, je parlais de la crise du livre qui a été censuré sur YouTube, 1789, la crise financière française, qui est la réplique de celle-ci, de celle qu'on vit. Les Français, ayant marre de la fausse monnaie, je le rappelle, à un moment donné, les agriculteurs ne voulaient plus accepter de la monnaie qui valait rien. Les assignats, par exemple. La planche à billets, là, les assignats. Et donc, ils ont exigé à être payés en or ou en pièces d'or et en pièces d'argent. Sonnant et trébuchant. Exactement. Et à un moment donné, la crise était telle que la population a remplacé, j'en ai déjà parlé maintes fois, la population s'est trouvé une nouvelle monnaie plutôt que les assignats, les boutons de vareuse militaire, hein, comme celle-ci. Pourquoi pas, ça brille, ça a couleur d'or. Mais bien sûr, mais c'est l'idée, mais évidemment. C'est une transposition des pièces d'or. Le Bitcoin, c'est exactement ça, c'est la réponse. D'ailleurs, n'oubliez pas, le Bitcoin est né précisément quand la Northern Rock a explosé. Et dans le blockchain, le premier blockchain du premier Bitcoin, il y avait, si mes souvenirs sont bons, les informations ou le titre d'un journal anglais sur l'escroquerie des banquiers. Hein, je vous donne sa tête, je me souviens plus. Donc on voit bien que c'est la même chose. C'est la réponse d'un système qui est alimenté par centaines de milliards de fausses monnaies. On essaie d'en trouver une nouvelle. Une résurgence. Exactement. Moi, je suis beaucoup plus passionné par l'Ethereum et Ripple et d'autres que le Bitcoin. Même j'ai du Bitcoin, mais le Bitcoin est très très intéressant. C'est vraiment intéressant, je vous assure. Sociologiquement, c'est intéressant. Oui. Non, c'est aussi intéressant que Internet à ses débuts. Une info, alors parce qu'on parlait tout à l'heure de la Deutsche Bank. Bitcoin et Ether, la Deutsche Bank dit la même chose que votre serviteur. C'est la Deutsche Bank qui parle. Si la confiance dans la stabilité politique et monétaire devait être perdue, rien que cette phrase déjà, méditez, hein. Bon. C'est la Deutsche Bank qui dit ça. Ouais. Le peuple se retournera vers les crypto-monnaies. Et, je cite l'autre phrase, If fundamental trust in monetary and political stability is lost, digital cash will simply be sovereign currency. In order to escape it, consumers will have to turn to private cryptocurrencies or other alternative assets. Donc ça, c'est le motto officiel de la Deutsche Bank. Et comme il importe de joindre le geste à la parole, j'ai le plaisir de vous annoncer... Ah bah oui, tiens, les éditions Le Jardin des Livres, on a décidé d'accepter les crypto-monnaies. Voilà, tout à fait. Donc si vous publiez un livre un jour, voilà, on pourra... ça fera moderne. Non, mais c'est très important. Moi, je me souviens au début d'Internet, les gens me disaient, mais à quoi ça sert ? Et aujourd'hui, j'entends la même chose. C'est intéressant. Voilà, donc vous avez le lien sur la Deutsche Bank. Alors, vous pensez toujours que ça sert à rien ? Mais on ne parle pas des mêmes choses. Internet est un moyen, Bitcoin c'est un placement in fine, si vous voulez. Il ne faut pas perdre la notion de qu'est-ce que la monnaie. La monnaie, c'est la thésaurisation de richesses qui viennent en théorie du travail et qui ensuite est investie pour qu'elle soit sécurisée. Bon, et donc le rôle d'une monnaie, c'est qu'elle soit stable dans le temps. C'est pour ça qu'on n'a rien trouvé depuis 5000 ans, on n'a rien trouvé de mieux que l'or et l'argent. Bon. Les politiciens du monde entier réunis à Davos ont placé les crypto-monnaies dans leur ligne de mire. Ils ont appelé à plus de régulation pour prévenir une catastrophe systémique de l'économie mondiale. Theresa May, la chef du gouvernement britannique, s'est inquiétée de l'utilisation criminelle des monnaies virtuelles comme le Bitcoin ou l'Ether. Est-ce la raison pour laquelle ces monnaies virtuelles semblent pour le moment négligées? Sans doute. Mais Emmanuel Macron, lui aussi, depuis Davos, a plaidé pour que le FMI se penche sur ce système de paiement qui, pour l'instant, fait partie des dérégulateurs du marché financier. Les monnaies virtuelles sont tout bonnement en mesure de créer des crises financières, affirme le président français. La crypto-monnaie, c'est de la monnaie électronique qui n'existe nulle part. D'ailleurs, vous ne pouvez pas la localiser. Elle est partout et nulle part. Vous trompez, vous. On peut suivre un Bitcoin à la trace. On peut suivre un Ethereum à la trace, je vous le montrerai. Moi, je suis... Non, alors je suis quelqu'un de pratique. J'aime bien avoir les choses entre mes mains. Je vous montrerai. Le seul problème, c'est que tout ça, c'est de la monnaie électronique qui n'a aucune contre-valeur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bernard Monod, la monnaie électronique, la fausse monnaie électronique que la BCE fabrique sur ses ordinateurs, ça repose sur quoi? Mais nous, on est les premiers à la condamner quand même, l'euro-monnaie unique. On est les seuls à le condamner, même de partis politiques sérieux. Donc c'est bien pour ça que nous, on propose
propose une alternative, mais on vise toujours la stabilité. Or, c'est un système qui va être hyper instable une fois mis en place. Vous voyez ce que je veux dire? À grande échelle, j'entends, parce que là, pour l'instant, ça n'est qu'à ses débuts. Mais voilà, vous allez payer des pensions de retraite en Bitcoin, en Ethereum. Vous allez payer... Alors, non, mais pour accepter un ça... État américain qui a déclaré il y a 3 jours qu'ils acceptaient le paiement de leurs impôts et des taxes en Bitcoin ou Ethereum. Il y a 3 jours, c'est un peu comme un... C'est pas illégal, mais... C'est pas illégal. Mais il n'y a pas de confiance, voilà. Oui, mais... Il n'y a pas de confiance. Déjà, il y a peu de confiance dans la monnaie actuelle qui a cours légal. Imaginez... Tiens, j'en appelle à tous nos spectateurs, ceux qui ont du Bitcoin ou Ethereum ou autre chose, ben vous pouvez me faire un don, hein, voilà, vous pouvez m'envoyer 0,01 machin. Je veux voir exactement combien de personnes de l'autre côté de cette caméra ont des bitcoins ou de l'Ethereum. Ça m'intéresse beaucoup. D'après ce que j'ai pu comprendre, les Français sont beaucoup plus intéressés en effet par l'Ethereum que pour le bitcoin. Je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que je peux vous assurer, l'Ethereum c'est quelque chose de vraiment fascinant. Ça me passionne en tout cas. Mais c'est pas la monnaie qui a subi une attaque cybersécurité. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Goldman Sachs a déclaré hier, c'est même pas déclaré, c'est qu'il a acheté une plateforme de crypto-monnaie. Donc si Goldman Sachs hier a décidé d'acheter une plateforme, ou je ne sais plus quelle entreprise, c'est pas par hasard. Si Black Masters s'est mise dans le blockchain, c'est pas par hasard. C'est qu'ils veulent supprimer la monnaie. Vous le savez bien, vous m'avez donné les informations. Le blockchain, c'est autre chose. Le blockchain, c'est un système technologique, mais c'est le sous-jacent. Vous me parlez de crypto-monnaie. Moi, je vous dis, ça reste un placement financier à très haut risque. Pour le moment. Et on s'en fout que ce soit un placement financier ou autre chose. Aujourd'hui, comme dans 10 ans, on en reparle. Moi, je dis pas aux gens, mettez de l'argent dans le Bitcoin ou pour faire un placement, c'est ridicule. C'est pas ça. C'est un pari sur l'avenir. C'est totalement différent. Mais ce que je veux dire par là, vous êtes bien placé, vous êtes mieux placé que quiconque ici dans cette pièce et même des spectateurs pour savoir que l'Union européenne avait fait cette directive pour la suppression de la monnaie progressivement à partir de cette année, de 2018. Donc, et on voit partout, suppression, on n'accepte plus le liquide, la Suède n'accepte plus le liquide nulle part. On va vers une société sans argent liquide. Qu'est-ce qui va le remplacer? Vous pouvez me le dire? Qu'est-ce qui va remplacer? Moi, je crois que l'Allemagne est en train de freiner ce processus-là. Il y a effectivement une initiative qui a été prise l'année dernière par la Commission européenne, mais il semblerait, d'après mes dernières informations, que l'Allemagne, qui est très attachée à l'argent liquide, pour les raisons que vous connaissez historiques et que vous avez largement développées avec la crise de Weimar, etc., qui soit très attachée à l'argent liquide et qui vont tout faire pour empêcher le processus de cashless, enfin la fin d'argent liquide. Je crois que ils n'aboutiront pas là-dessus. D'accord. Alors, on va passer un peu à des questions sociales. Je pense que ça vous intéresse. Bien sûr. J'ai couvert la manifestation Air France du 22 février. Vous retrouverez le reportage sur l'onglet, tous les reportages derrière moi. J'ai fait plein de photos. J'ai marché pendant 2 heures sous les pistes de décollage d'avion à Roissy. C'est dur le syndicalisme. Derrière un camion de la CGT. Non mais c'était dingue. C'était assez étrange. Et ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine de voir le personnel Air France, du mécano, en passant par l'hôtesse et ils étaient là à demander l'aumône. Ils n'ont pas été augmentés depuis 7 ans, depuis 2011. 0% d'augmentation parce qu'il fallait sauver l'entreprise et patati patata. Pendant ce temps-là, le comité exécutif, lui, vous allez voir tous les portraits derrière nous, eux, ils se sont royalement augmentés de 17%, et puis attention, ils n'ont pas des petits salaires, eux. Donc voilà, c'est d'un côté les sans-dents, les gueux, et de l'autre côté les technocrates, les énarques, enfin bon, bref. C'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau, on l'a vu, et là, vous allez voir les images derrière nous. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, face à un syndicaliste CGT chez Peugeot. Monsieur Le Maire, comment vous allez? Bonjour, ça va bien? Et votre compte très bien. Ah bah on peut vous dire que ça va très bien. Ça va très bien pour les actionnaires. Ça va très bien pour monsieur Tavares qui touche 15 000 € par jour. Monsieur. Ça va très mal pour les intérimaires qui ici, vous savez combien ils touchent certains pour ce mois-ci? Moins de 1 000 €. Alors la DS7 elle est peut-être très belle, mais nous on n'arrivera jamais à se l'acheter. Vous êtes le ministre des Finances, vous êtes ministre. Est-ce que vous êtes venu ici pour faire respecter la loi? Je vais vous dire pourquoi, monsieur. Parce qu'ici, il y a 1400 intérimaires. 1400 intérimaires. Vous savez ce que c'est? 1400 intérimaires, et ça, d'année en année. Vous savez qu'on n'a pas le droit. Vous savez qu'à un moment donné, il faut les embaucher. Cette année, 30 intérimaires. Bonjour, monsieur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis de la CGT. 30 embauchés. Non, attendez, monsieur, 30 embauchés. Non, je ne serrerai pas la main. 30 embauchés. Si, vous allez écouter parce que vous êtes ministre. Vous êtes ministre, monsieur. Vous êtes ministre. Je n'écoute pas ceux qui ne me serrent pas la main et qui ne me disent pas bonjour. Et on produit. Mais on aurait cru Louis... Et encore, je pense que Louis XIV était beaucoup plus... Il était beaucoup plus sympathique. Distinction. Oui, il y avait beaucoup plus. Oui, dans le genre, qui êtes-vous, Manon?
Non mais vous allez voir les images, c'est incroyable, c'est incroyable. Ces technocrates, ces énarques ont une sorte de mépris pour les gens. C'est une caste qui a pris le... Non mais c'est vraiment étrange. Et les images sont absolument éloquentes. J'ai vu les gens d'Air France réclamer 6% d'augmentation de rattrapage sur 7 ans. Mais vous vous rendez compte? Et il y a une hôtesse qui disait, mais on ne demande pas le monde, on demande... Mais si, vous demandez le monde. On en est là, en France. Les gens d'Air France qui sont obligés de quémander un petit quelque chose. Une des compagnies les plus brillantes au monde. Je veux dire, pendant 30 ans, elle était au firmament des compagnies aériennes. Je veux dire, le personnel est en train d'essayer de gratter 6% d'augmentation, mais... Je rêve. Et je peux vous dire que voir les CRS courir après les mecs dans l'aéroport, dans le terminal E de Roissy, c'est un spectacle assez étrange, hein, je peux vous le dire. On a des photos. Qu'est-ce que vous pensez de ce climat social là en France, là, au début du mois de mars 2018? Moi je suis scandalisé, mais c'est pas nouveau. Hein. On l'a été sous Hollande, on l'a été sous Sarkozy, on l'a été sous Chirac. Rien n'a changé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça n'est que l'émanation des directives de l'Union européenne qui imposent de mettre fin ou de réduire en tout cas les budgets liés à l'État, aux services publics, donc les fameuses réformes structurelles dont je vous parlais, pour bien rentrer dans les clous du pacte de stabilité, et puis de nous prendre aussi, parce qu'il y a des nouveautés qui se préparent quand même pour fin 2018, c'est le budget fédéral, c'est-à-dire qu'on va perdre définitivement la capacité budgétaire du ministère de l'économie. Ils sont en train de préparer une gouvernance économique de la zone euro avec un ministre de l'économie et des finances qui sera à Bruxelles et non plus à Paris. Donc monsieur le maire, si c'est toujours lui ou un autre, voilà, il sera délocalisé à Bruxelles, donc il n'aura plus rien à voir avec la France. Je vous ai parlé tout à l'heure du Fonds monétaire européen qui est l'émanation du mécanisme. Tout ça, ce sont des outils d'hyper-austérité qui vont installer les réformes structurelles. D'où le recul partout de l'État, des services publics, etc. Donc SNCF, Air France. Rappelez-vous la SNCM. Oui, elle était bien sûr. Elle a disparu, la SNCM. Absolument. Voilà. Qui se souvient encore aujourd'hui? Bon, ben voilà, c'est ce qui nous pend au nez pour toutes nos grandes entreprises stratégiques du transport, parce qu'il y a la loi de la concurrence. C'est pour illustrer vos propos. Concurrence déloyale. Exactement. Vous allez voir derrière nous le CAC 40. À qui appartiennent toutes les entreprises françaises du CAC 40? En fait, on voit que les Américains et les étrangers nous ont déjà tout bouffé. C'est absolument stupéfiant. Et en fait, tout ça est la conséquence de la crise. Sur les Champs-Élysées, à 5 mètres de l'Arc de Triomphe, vous aviez le siège social, une immense boutique Lancel. Oui. Les sacs Brigitte Bardot, enfin les sacs de luxe pour madame, Place de l'Opéra également. Oui, il me semble que c'était beaucoup plus petit. Sur les champs, il y avait un immense qui était là depuis, je sais pas, 3-4 ans. Et figurez-vous que cette boutique, enfin c'est pas une boutique, c'est un immeuble, hein, du jour au lendemain, ils ont disparu. C'est-à-dire juste après décembre, paf, tout a fermé. Vous allez voir la photo derrière nous, c'est absolument effrayant. Voilà, Lancel a abandonné soudain sa boutique géante des Champs-Élysées. Preuve supplémentaire, s'il en fallait, que la politique de Madame Hidalgo, que j'ai surnommée Madame Ladingo, maire de Paris, associée aux conséquences des divers attentats, à la baisse des touristes étrangers, aux interdictions des voitures, etc., a vidé la capitale. Résultat, une immense vitrine, fausse boutique que personne ne peut rater. Sur la revue de presse, chers spectateurs, vous allez retrouver toutes les boutiques vides. Et c'est pas spécifique à la France. Maintenant, ils le voient en Suisse, on le voit à Manhattan. À Manhattan, hein, là où tout l'argent de Wall Street se déverse dans les boutiques de luxe, hein, maintenant, les boutiques fermées, etc. Et je peux vous dire qu'à 2 mètres de M. Macron, juste une boutique qui jouxte la boutique Pierre Cardin qui est en face du ministère de l'Intérieur, eh bien, vous avez une boutique vide. Hein, et pendant 2 ans, M. Hollande a eu une boutique vide juste en face du portail de l'Élysée. Je ne sais pas si vous réalisez. Et le nombre de boutiques vides s'accumule. Et chaque boutique, ce sont des... Je ne sais pas combien de boutiques vides en France aujourd'hui. Il y a peut-être 500 000, 600 000. Mais chaque boutique employait au moins 2 ou 3 personnes. Vous vous rendez compte? Que va devenir le pays? Macron emprunte 200 milliards cette année pour financer le RSA, les retraites, le machin. Pendant combien de temps il va tenir? 189 milliards exactement. 200, on ne va pas chipoter. Allez, 200 si vous voulez. Oui, mais ça c'est pour refinancer la dette publique. Mais on est dans une économie Potemkin qui s'installe tout doucement. Moi, j'ose le dire, quand vous voyez parler souvent des commerces avec des décors, effectivement, oui, des fausses boutiques, pour cacher les misères, ces gens-là ne savent qu'administrer la pénurie qu'ils ont créée eux-mêmes. Comme ils ne savent pas créer de richesse, ils n'ont créé que des dettes. À un moment donné, les dettes, il faut les rembourser, les intérêts de la dette, etc. Tout ça, ça vient absorber la richesse du pays. Et forcément, quand ils ne peuvent plus tenir, ils ferment. Je peux revenir sur les syndicats. Parce qu'on était un petit peu vite sur les syndicats. Moi, ce que je veux dire sur les syndicats, c'est qu'ils sont tous vendus
Non, mais tout ce que vous voyez apparaître aujourd'hui, d'ailleurs, peu de Français sont syndiqués, hein, quand vous regardez, c'est 7 ou 8%. Ils sont tous financés indirectement par le CES, qui est la Confédération européenne des syndicats. Et bien entendu, ça, on ne le sait pas, les Français ne le savent pas. Alors, c'est pas fait en direct, fait en direct, etc., par la France ou par les organisations françaises. Mais la réalité, c'est ça. D'ailleurs, vous ne les entendez jamais protester contre l'Union européenne et ses directives qui instaurent une régression sociale. Jamais. Évidemment. Jamais l'Union européenne n'est mise en cause. Par la totalité des syndicats. Votre observation est extrêmement pertinente. Comment ça s'appelle, ça? Le CES, c'est la Confédération européenne des syndicats, je crois qu'il est basé à Bruxelles, il me semble. Oui, c'est forcément. Et donc qui, indirectement, finance les organisations syndicales. Eh ben, justement, le syndicat du personnel hôtelier va pouvoir faire, là aussi, va pouvoir hurler, puisqu'on a appris, hasard, on va dire ça, pendant les vacances évidemment, comme d'habitude, la chute du groupe hôtelier Maranta. Donc c'est un groupe français d'hôtels de luxe. En général, c'est des 4-5 étoiles ou vraiment de standing. 60 hôtels au total du groupe Maranta qui vient de déposer le bilan 4 jours après que son PDG ait expliqué que tout allait bien. Un peu comme, je sais pas, vous vous souvenez de Monsieur Messier, c'est un autre énarque, je crois, Monsieur Messier, inspecteur des finances aussi. Monsieur Messier qui avait déclaré, Vivendi, tout va mieux que bien. Rendormez-vous. Rendormez-vous, tout va mieux que bien. Et boum, le lendemain. Il y avait un autre, je crois, alors je me souviens plus si c'est Tsipras en Grèce qui avait dit aux Grecs, ne vous inquiétez pas, le système bancaire est solide. Et le lendemain, il fermait toutes les banques. C'est ça, pendant 15 jours. Il fermait toutes les banques. C'est des menteurs. Mais c'est retrait par jour distribué au DAB, c'était 50-60 euros. Peu importe. Non, mais donc tout va mieux que bien. C'est ce qu'on entend de la part de M. Bruno Le Maire, de M. Macron. Ça va mieux. Au niveau des statistiques, de la croissance économique. Je voudrais qu'on parle justement de ça, parce que vous savez qu'au 1er février, l'INSEE a demandé à modifier le... J'en ai souvent parlé. Voilà, on va intégrer les formules la drogue. Voilà, c'est ça. Ça y est, c'est fait. Donc, c'est effectif depuis le 1er février dernier. Et donc, dans la comptabilité française? Oui, enfin dans les calculs statistiques. Et les TIC, elles sont dedans aussi? Non, pas encore. Je crois que ça. Peut-être que ça va venir, la prostitution, mais je crois que c'est pas encore le cas. Parce qu'aux États-unis, c'est compris. Mais drogue et pute, c'est dedans. Comme en Hollande. Ce sont des recommandations. Ce sont des recommandations de l'OCDE, d'Eurostat, envoyées aux agences de statistiques des 28 pays de l'Union européenne. Et l'INSEE avait reçu, je crois que c'était en mai 2014, sa circulaire, comme les autres, mais il ne l'avait pas appliquée tout de suite. Donc il commence à l'appliquer. Et ça, c'est les Américains qui avaient commencé ça. Oui, absolument. Il y a 5 ans. C'est un tripatouillage des statistiques économiques. C'est un bidonnage des bilans. Tiens, à propos de bidonnage des bilans, KPMG, célèbre compagnie d'experts comptables, de commissaires aux comptes, ISO 9000 et tout le tintouin. Attention, c'est du... ils sponsorisent les opéras, l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier. Enfin bon, bref, c'est du beau monde, c'est du beau linge. Bien, figurez-vous qu'ils ont bidonné les comptes de Steinhoff. C'est un conglomérat en Afrique du Sud qui possède une soixantaine de marques qui elles-mêmes sont des chaînes gigantesques, dont Conforama en France. Et KPMG donc, a bidonné les bilans, et résultat des courses, toutes les banques françaises, y compris la Banque Centrale Européenne, s'est fait avoir de 500 millions. C'est-à-dire la Banque Centrale Européenne a acheté des actions de Steinhoff en Afrique du Sud. Vous pouvez m'expliquer ça? Je suis même étonné que vous... Non, je ne suis pas du tout au courant de ça. Ah bah là, franchement, il faudrait que vous suiviez la revue de presse. Plus souvent, non, sérieusement. Il y a tellement de choses à suivre. Au niveau du travail parlementaire et législatif. Vous pouvez m'expliquer comment la Banque Centrale Européenne achète pour 500 ou 600 millions d'euros, ou même 900 je crois, d'actions d'une compagnie poubelle en Afrique du Sud? Est-ce que c'est le rôle de la Banque Centrale Européenne? Est-ce que c'est pour le bien des Européens? Est-ce que c'est une mine? Non, c'est même pas. Non, je vous dis, c'est un conglomérat qui possède Conforama, qui possède, on va dire, je sais pas, Darty en Angleterre. Ils ont une soixantaine de chaînes comme ça. Non, c'est pas le rôle de la Banque de France de faire ça. C'est une tôle que la Banque Centrale Européenne se prend de 500 ou 800. La Société Générale y est, il me semble. Nomura Bank y a laissé 200 milliards. JP Morgan, Goldman Sachs, je vous donne ça de tête, c'est à vérifier, mais ils se sont tous fait rétamer. Ils se sont retrouvés en slip, à poil, littéralement. Voilà, donc tout ça c'était pour parler de... Et c'est KPMG justement qui a bidonné les bilans. Et donc les banquiers ont été volés par les voleurs en fait, puisqu'ils ont eu des faux bilans, donc ils ont dit on va mettre de l'argent. Résultat des courses, ils se sont fait arnaquer. Ils ont trouvé plus bankster qu'eux. Ils ont trouvé plus bankster qu'eux justement. À propos de bankster, tiens, on parlait des banques italiennes. La Monte Paschi, vous savez la banque des criminels qui a tué David Rossi, paix à son âme. La Monte Paschi s'est prise une tôle, du moins l'a déclaré, perte de 3,5 milliards de dollars.
d'euros, pardon. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient persuadés que lorsque le Dow Jones ou le Standard & Poor's s'est effondré de 666 points, ils étaient persuadés que ça serait le grand effondrement, et donc ils ont publié leurs résultats. Ils ont dit on a perdu 3,5 milliards, en pensant que ça sera noyé le lendemain dans le grand crash. Et les mecs se sont retrouvés tout seuls. Nus sur la plage. Nus sur la plage. Oh, les crétins de la Montepaschi. Non mais c'est hallucinant quoi. Et alors j'ai notre lecteur monsieur Demerle qui nous dit 2 de vos prédictions réalisées en une semaine. Waouh, la baffe divine aux banksters. Et il dit alléluia, gloire à Jésus et à ses anges. Merci monsieur Demerle. C'est vraiment très gentil à vous, parce que j'ai toujours dit que la Montepaschi bidonnait ses bilans comme les banques italiennes qu'on a vues tout à l'heure. Et vendredi à 18h, donc, profitant du mini-crash de Wall Street, la banque a annoncé avoir perdu 3,5 millions d'euros, malgré les 8 milliards pris au peuple italien en 2017 et malgré les prêts de la BCE. Vous pensez que M. Mario Draghi, à la tête de la BCE, va pouvoir voler tous les peuples européens pendant combien de temps ainsi? Je pense que ça va être de plus en plus dur de continuer la politique qu'il mène, parce que de toute façon, elle n'aboutit à rien, le chômage a explosé, le système bancaire est extrêmement fragile, contrairement à ce qu'ils disent, la croissance économique, on l'a vu avec la falsification en partie des statistiques sur les chiffres de l'économie, ça ne reprend pas. Pour moi, quand il y a une reprise, c'est quand il y a création d'emplois marchands. Aujourd'hui, on n'en voit pas. Donc, je pense qu'on arrive au bout du bout. D'ailleurs, à titre personnel, moi, j'ai fait il y a un mois une vidéo là-dessus pour annoncer un avis de tempête sur les marchés. Toutes les conditions sont en train de s'aligner, se mettre en place, comme en 2008, à l'époque où nous avions annoncé la crise bancaire mondiale. À partir de 2018, les choses vont se tendre et il faut que les gens soient extrêmement... Voilà, prudent, on est d'accord. Il faut être extrêmement prudent là-dessus. Je voudrais attirer, parce qu'il y a des choses nouvelles quand même qui sont passées depuis 7 ou 8 ans. De plus, il faut savoir qu'il y a un nœud gordien dans tout le système bancaire mondial. Ce sont les chambres de compensation des marchés financiers, ce qu'on appelle les CCCP. Et les CCP, pardon. C'est peut-être le point névralgique le plus fragile, le plus sensible. Et si ça doit péter au niveau du système bancaire, je pense que c'est à ces endroits-là. Voilà. Donc, grosso modo, tout ce qui interconnecte l'ensemble du système bancaire, de la zone euro, avec les États-Unis, etc. Enfin, l'ensemble du monde occidental est extrêmement fragile à ces niveaux-là. Ce que vous dites est intéressant parce qu'on voit bien qu'avec tous les banquiers qui ont été licenciés, parce que quand même, il y en a eu, je crois, plus d'1 million qui ont perdu leur boulot un peu partout dans le monde depuis la... 1 million ouais, partout dans le monde, hein, j'entends. Ouais. Donc il n'y a plus de contrôle de risque dans les banques, dans les agences. C'est très marrant. Alors ça donne des trucs, alors je vous donne ça par exemple. On a un banquier de la CIC de Bohain en Vermandois, c'est dans l'Aisne. Alors lui, il a détourné 77 000 euros. Il aurait pu faire 77,7, ça aurait été drôle. Un petit joueur. Voilà, oui, c'est un petit joueur. Entre 2013 et 2015, grâce à un jeu d'écriture très basique, selon ses dires, il a réussi à détourner près de 80 000 euros. Cette cavalerie bancaire n'a été détectée que très tardivement. Une défaillance totale du CIC dans ses contrôles internes. S'insurge l'avocat du banquier. Donc c'est toujours si l'avocat du banquier ne rend pas la banque responsable du fait que le mec ait pris 77 000 euros, quoi. C'est drôle. Alors à la caisse d'épargne de Guise, bah, là aussi, il y a eu un hold-up qui a été fait de l'intérieur. Et ensuite, pour finir, parce que les agents du fisc ne sont pas en reste, hein, on salue les agents du fisc du Trésor. Il y en a un qui est tombé amoureux d'un transsexuel philippin. C'est pas de Filippo, c'est de Philippin, je précise. Ouais, c'était facile. Donc non, mais c'est marrant parce que c'est encore un mec qui n'ose pas se reconnaître homo, quoi. C'est ça qui est marrant. Et donc il a détourné, écoutez bien, 276 000 euros des finances publiques, et plus précisément du conseil départemental, pour filer le parfait amour aux Philippines. Lire Normandie pour le croire, voilà. Quel crétin. Alors je dis parce qu'à ce tarif-là, il aurait pu mettre dans son lit une bonne centaine de travelots, et cela pendant au moins 10 ans. Non mais c'est dingue. Bon. C'est fou. Hein, voilà, donc vous voyez que les banquiers le monde est fou. Voilà, les banquiers à charge du fisc, tout le monde y va, hein, c'est incroyable. Mais ils imitent leur patron. Ils imitent leur patron. La corruption. Vous avez 2 infos. Vous voulez parler d'Amélie? Oui, Amélie de Montchalin, ça qui donne le feu. On a une vidéo de Montchalin. Il faut qu'on rappelle quand même qu'on a 1600 milliards d'euros dans l'assurance vie en France. Et chiffre intéressant, 400 milliards d'euros sur les comptes bancaires des Français. C'est 3 ans d'épargne non allouée qui est sur nos comptes en banque. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes des intermédiaires financiers, vous savez où trouver l'argent. Et un travail considérable est donc entre vos mains. C'est un mouvement profond de réallocation d'épargne et c'est un véritable changement culturel dont vous avez la responsabilité. 1% seulement de l'épargne des Français gérée par les investisseurs institutionnels en France sont investis dans des PME. Ce 1%, c'est 3% pour les assureurs européens. C'est 6% pour les caisses de retraite américaines. Donc quand nous disons que nous voulons doubler cet effort, je pense que ce n'est pas totalement irréaliste.
celle qui donne le feu vert aux banquiers pour l'argent des Français. Pour le prendre, pour piquer l'argent Oui, des effectivement, Français. elle a fait une intervention, mais bon, ça n'engage qu'elle, je crois, dans une elle est en enceinte, marche, hein, dans il me semble que c'est une députée en marche. politique. Oui. Où, en fait, grosso modo, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle veut capter l'argent des Français, mais bon, elle n'est pas la première à le dire, pour renflouer le système, et notamment dans l'assurance vie. Et les banques. Et les banques. Bah voilà. Dites-le. Donc on tape là où il y a de l'argent. Et Sylvie Goulard. Sylvie Alors ça Goulard. c'est extraordinaire. À la Banque de France, les gens, j'ai beaucoup de lecteurs à la Banque de France. Hein, je suis pas. Ils m'ont censuré. Vous savez qu'à la Banque de France, ils peuvent plus avoir accès à ma revue de presse. Donc ils le regardent sur leur téléphone. Ça sert à rien votre censure finalement. Et à la Banque de France, donc ils sont écœurés. D'ailleurs, il y a un monsieur qui s'appelle Écœuré, qui lui... Non, c'est Benoît Écœuré, c'est pas pareil. Oui, enfin, c'est Benoît Écœuré qui vient de la Banque de France. Et qui est le numéro 2 ou 3 de la BCE, absolument. Qui est le numéro 3 de la BCE. Allez-y. Sylvie Goulard, la nulle, non, ça je suis pas d'accord. Parachuté à la Banque de France, le personnel est écœuré. Bon. Moi je l'ai connue parce que c'est mon ancienne collègue à la commission économique. Vous saviez qu'elle recevait de l'argent d'une ONG? Oui, ça c'était connu, c'est dans sa déclaration. Mais elle était payée pourquoi pour cette ONG? C'est ça qui m'intéresse. Non mais peu importe, elle était... Bernard, est-ce que vous savez que ce sont les gens, ce sont les militaires, pour ne pas dire la DGSE, qui ont poussé une gueulante pour empêcher Madame Goulard d'être au ministre des Armées? Il y a peut-être eu cet effet-là, mais il y a aussi une histoire d'affaires d'assistants, etc. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que moi je combats mes adversaires et je fais la distinguo en ceux qui ne sont pas compétents ou ceux qui sont compétents. Je peux vous dire que Sylvie Goulard est une femme extrêmement compétente, mais j'aimerais qu'elle mette son énergie et son temps justement à redresser son pays et à faire preuve de patriotisme, parce que malheureusement jusqu'à présent l'Union européenne, elle l'a mis au service. Les Américains. Bah voilà, elle l'a mis au service des européistes, etc. Et l'Union bancaire, etc. Elle en a été une des artisanes, mais elle est extrêmement compétente. Je le reconnais quand même, mais il faut savoir être objectif. Elle était payée par une obscure ONG américaine, dites-le. Dites-le. Oui, absolument. Non, mais cela dit, elle l'a fait en toute transparence parce que c'est dans sa déclaration. Elle a été recasée à la Banque de France comme second sous-gouverneur. Numéro 2 de la. Je peux vous dire que Mme Goulard est très très mal acceptée à la Banque de France. Enfin bon, ça je ne sais pas, mais je voudrais rétablir quand même la vérité parce que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de talent, mais elle ferait bien de le mettre au service de son pays et non pas des marchés financiers. Des Américains. Et des ONG des ONG manipulées par Dieu seul sait qui. Et là, je mets des points d'interrogation, bien entendu. Madame Goulard, marche funèbre. Européiste. Voilà. On en avait parlé tout à l'heure. C'était sauver les banques belges, ce que cela a coûté au peuple belge. Ah oui. 1 milliard d'euros. 1 milliard voilà. Et non pas de francs belges. Voilà, c'était pas des francs belges. Voilà. Et encore, moi, je pense qu'ils sont en dessous. Et vous voyez, 10 ans plus tard seulement, les Belges apprennent qu'ils se sont fait voler 1 milliard de leurs impôts. C'est énorme. 10 ans plus tard, parce que sur le moment, il n'y avait pas de crise, rappelez-vous. D'ailleurs, il y a ce crétin, quand Wall Street s'est écroulé il y a 10 jours, 15 jours, eh bien, BFM, Nicolas Dose, a trouvé le moyen de dire que si ça s'est écroulé, c'est parce que les nouvelles sont bonnes. Oui, j'avais suivi ça. Donc il n'y a plus personne chez Harley Davidson, mon cher Bernard. En 2008, quand il y avait la crise, la Fed a prêté 2 milliards à Harley Davidson. Je ne sais pas si vous imaginez, 2 milliards. Et maintenant, ils doivent rembourser. Et comme ils ne vendent plus autant de motos parce que la crise est toujours là, ils ont carrément fermé une usine. Aux États-Unis. Oui. Et c'est pas la première. Seuls 242 000 Harley ont trouvé preneur. Et en plus, ils doivent rembourser les 2 milliards. Non mais je sais pas si vous voyez, vous voyez, ils ont reculé pour mieux sauter en fait, voilà. Et on a la preuve avec Harley Davidson. Donc il n'y a plus personne chez Harley Davidson. Un de nos lecteurs, ça c'est important, confronté à une convention obsèque caisse d'épargne qui fait payer le mort cash. De notre lecteur, monsieur Gaël, en octobre dernier, suite au décès de mon papa, nous avons décidé d'activer la convention obsèque qu'il avait souscrit auprès de la caisse d'épargne à hauteur de 4 500 €. Il nous avait donné, bien entendu, un mauvais numéro de téléphone pour appeler le service concerné, parce que dans les agences, ils s'en occupent pas, ils s'en foutent. Bref, on appelle pour activer le plan et là on nous dit pas de soucis et pas de nouvelles de la maison funéraire. Sauf qu'on découvre, voici 2 semaines, que la caisse d'épargne s'est servie sur le compte courant de mon père, sans nous avertir, et n'a même pas touché au plan obsèque auquel il avait souscrit. Donc ne prenez pas de plan obsèque de ces escrocs de banquiers, c'est pour mieux voler. En fait, ils réussissent à voler les morts après leur mort, c'est fort les mecs. Ensuite, délocalisation de la fabrication des missiles français de l'armée au Maroc. Donc ils ont manipulé les swaps également. Après le Libor, le swap, après l'or, le swap. Tous les marchés sont manipulables. Tout est bidonné. Voilà. Air France a voulu délocaliser ses informaticiens en Inde, à Toulouse. 300, ils voulaient supprimer les emplois. Ça fait un tel bins. J'en ai partout sur Facebook, etc., sur la revue de presse. Et donc le lendemain, avec la CFDT et avec le boucan qu'on a fait sur les réseaux sociaux, ils ont abandonné l'idée pour le moment. Mais je pense qu'Air France ne va pas hésiter une seule seconde à délocaliser ça en Inde. Et moi, je mets au défi les mecs d'Air France de discuter au téléphone avec un Indien qui parle anglais.
Hein, allez-y les mecs, bonne chance. Dernière chose, Coca-Cola France qui fait des licenciements, je crois qu'ils ont licencié 80 personnes là, il n'y a pas très longtemps, et ils baissent le contenu du Coca, c'est-à-dire la bouteille d'1,5 litre qui passe à 1 litre. Ah, c'est l'inflation alimentaire, c'est ça? Oui, ça, ce que l'INSEE ne verra pas. Et la Banque Postale fait tout pour garder, voilà, on va conclure avec la Banque Postale, la banque pourrie. La Banque Postale fait tout pour garder votre argent, démonstration. C'est-à-dire que Macron a fait voter une loi pour le transport d'un compte à un autre. Hein, ça s'appelait comment déjà? Mobilité bancaire, voilà. Ah, entre banques. Oui, ça vous pouvez changer d'une banque et que tout suit, machin, automatiquement. Eh bien, vous allez voir derrière nous, il a essayé de sortir son argent de la Banque Postale et la Banque Postale a tout bloqué, évidemment, hein, parce qu'il faut qu'elle garde de l'argent, sinon elle est en faillite, enfoirée de Banque Postale. Sur la revue de presse, vous avez plein de photos, plein d'images, depuis au moins 10 ans, de toutes les misères que fait la Banque Postale aux gens. Alors c'est normal, c'est soi-disant la moins chère, mais c'est pas pour rien, c'est parce que pour mieux vous piquer votre fric, votre argent et vos économies, enfoirée de Banque Postale. Bernard Monod, merci à vous d'avoir encore un petit mot sur la Banque Postale, allez-y. Tout ça, en analyse politique, tout ça est la preuve que le mondialisme ultralibéral est la fin des nations et des peuples. C'est ce que nous, on essaie d'expliquer et de démontrer aux Français depuis au moins 10 ans. Et donc, si vous voulez, il faut croire au patriotisme économique, au patriotisme social. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et non, mais je dis ça pour vos téléspectateurs, parce que dès qu'on a compris ça... C'est pas l'idée de Macron, Macron ne voit pas ça comme ça. Non, au contraire, c'est un agent justement du mondialisme. Mais vous savez ce qu'il me désole. Mais juste une chose, voilà, juste une chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les grandes puissances économiques aujourd'hui ont exactement les critères du patriotisme économique, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon. Ils ont leur monnaie nationale, ils ont leur monnaie nationale, leur banque centrale, leur système de banque nationale, leur budget à eux et surtout leurs frontières nationales qui permet de réguler toutes les entrées de capitaux, de marchandises et de personnes qui est l'immigration. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous proposons un modèle de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent qui évitera le grand crack qui est en train de se préparer. Bernard Monod, merci. Et donc on retient donc, de début de cette interview que le grand responsable du désastre de Madame Le Pen face à Macron, c'est... Il n'y a pas de désastre. Philippot. 11 millions d'électeurs. Oui, mais bon, c'est pas rien. Non, vous avez raison. Mais enfin, on sait que c'est Philippot. Hein, c'est ça? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il a une grande responsabilité dans la communication. On l'invitera. Hein, voilà, il nous parlera de ça à l'occasion. Chers spectateurs, merci à vous. C'est un grand plaisir de faire cette revue de presse pour vous. Abonnez-vous au Twitter, au Facebook et à cette chaîne éventuellement. Et surtout, je vous retrouve dans les signatures. Et vous soutenez cette revue de presse avec tous les livres qu'on a publiés. Et n'oubliez pas, ils vont tout faire pour me censurer. Hein, ça, c'est surtout avec les élections européennes qui arrivent. Hein, voilà, donc j'ai besoin de vous. Vous êtes mon bouclier, mon rempart. Merci à vous. Je vous embrasse très très fort.